pas juste, parce que c'est la première fois qu'on organise on co-organise un événement comme celui-là. Et donc je remercie vivement Dimitri qui nous a fait l'amitié de bien vouloir participer à cette conférence ce soir, donc avec son association Stop Russophobie. Alors, ça fait un petit bout de temps qu'on se côtoie, et bon, je savais que je pouvais compter sur lui pour cette organisation, donc merci à lui encore, même si c'est vrai que ça s'est fait, vous avez été prévenu en gros en une semaine, donc vraiment merci à vous de vous être déplacés. Généralement, alors, IDNF, je vais commencer par présenter l'association, je connais le mieux, puis ensuite je passerai le micro à Dimitri. Donc IDNF, Initiative pour la défense de la nation française, a été créée il y a maintenant à peu près 1 an et demi, donc on va aborder nos 2 ans d'existence, et on a surtout organisé jusqu'à présent, c'est un peu dans la lignée de ce que je faisais en tant que responsable régional de Place d'Armes, puisque c'est comme ça que j'ai commencé. On continue à faire nos petites conférences du mardi soir, et puis les 2 colloques par an qui sont plus lourds, puisqu'on organise ça sur une journée avec une thématique bien particulière qui a trait bien sûr à cette défense de la nation française qui, ça j'ai pas besoin de vous en convaincre, est quand même bien ébranlée aujourd'hui, et c'est pas l'actualité qui va me démentir. Pour être tout à fait franc, je sais pas trop où on va. On y va. Le calendrier alors électoral, mais il n'y a pas que celui-là, hein, il y a plein de calendriers qui se télescopent, sans parler de l'international, dont on parlera pour le coup ce soir avec votre invité. Mais c'est le climat anxiogène que tout le monde subit, que tous les Français subissent, va crescendo. Et ça n'augure rien de bon. D'un point de vue économique, là je fais référence à mon métier, mais bon, on voit bien que beaucoup de sociétés ont de grosses difficultés. Vraisemblablement 2025 sera dans la ligne 2023 et 2024 en termes de défaillance. On risque d'atteindre les 70 000 entreprises défaillantes, avec la particularité, contrairement aux années précédentes, c'est que cette fois-ci ça touche des PME. Donc vous touchez une TPE, bon, c'est embêtant, mais enfin une TPE, c'est assez facile à recréer. Une PME, ce sont des entreprises qui ont une certaine taille, et donc il faut un certain temps avant qu'elles arrivent à maturité. Donc là, on est vraiment dans le dur, et bon, ça a des conséquences forcément sociales, et comme on n'a pas les budgets, comme on n'a pas les politiques, les hommes politiques qui sont aujourd'hui capables de mener à bien les bonnes politiques budgétaires, là, ça crée une sorte de gloubi-boulga complètement indigeste. Donc voilà, ça c'est quand même pas terrible. Alors après, voilà, on subit depuis 10 ans l'ordre jupitérien, ce qui montre quand même une chose, bon, voilà, c'est qu'on est quand même responsable aussi de nos actes. Hein. Si il en est là, c'est aussi parce que on n'a peut-être pas voté. Alors nous, dans la salle, je pense qu'on est à peu près convaincus d'avoir voté correctement, mais enfin vraisemblablement on arrive à remettre quand même au pouvoir, et là je parle de 2022, quelqu'un qui n'avait absolument pas fait ses preuves en 5 ans, et on lui a quand même redonné un ticket. Donc ça montre qu'on a quand même un problème aujourd'hui démocratique, avec nos institutions aussi. Donc le travail aujourd'hui est immense, et pour défendre cette nation française, il va falloir prendre les choses dans le bon ordre. Il va falloir à un moment donné s'intéresser quand même à cette Union européenne. Alors beaucoup, voilà, vous avez des gens, des souverainistes, qui voudraient en sortir. On n'est pas assez nombreux pour faire passer le message, mais bon, à la lumière de ce qui se passe dans d'autres pays, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas la solution. Tous les pays européens sont endettés, il y a une machine à cash qui s'appelle Bruxelles, et ce sont nos impôts qui partent là-bas. C'est quand même ça qui se passe. Donc il va falloir quand même à un moment donné réagir et puis se réapproprier notre gouvernance. Donc nous, on est assez attachés à cette souveraineté, et on essaie de faire le lien, en tout cas, c'est pas évident, mais on essaie de faire le lien entre cette souveraineté individuelle et puis collective. Ça paraît assez improbable de prôner la souveraineté nationale si nous-mêmes, en tant qu'individus, on se contente des oboles versés par l'État. Il faut à un moment donné reprendre son destin en main et puis y aller, aller au charbon.
Voilà, donc voilà un petit peu la présentation de l'IDNF. Les membres de l'équipe sont là aujourd'hui, et je les remercie. Et je vais passer le micro à Dimitri qui va nous présenter l'association. Il va falloir que tu ouvres la porte. Mais je vais y aller. Merci. Bon, merci à tous d'être là. On a vraiment un invité d'honneur qu'on attendait déjà au mois de juin, parce qu'évidemment on a entendu son témoignage, on a vu son livre. Malheureusement il n'en a pas beaucoup avec lui ce soir, mais je pense qu'on pourra le retrouver pour ceux qui auront entendu ce témoignage, qui à notre avis est fondamental, hein, puisque nous en tant que Stop Russophobie, on a deux orientations. C'est une réinformation pour essayer de remettre les choses en place par rapport au torrent de mensonges qu'on doit subir, et puis d'autre part la défense des gens qui subissent quand même les discriminations dues à cette fameuse russophobie, qui s'avère être en plus un objectif politique, d'après ce que nous ont expliqué récemment des européistes convaincus, qui espèrent, grâce à la russophobie, arriver à créer un patriotisme européen au sens de l'Union européenne, un peu à l'image de ce qu'a pu être l'unité allemande au XIXe siècle, avec la haine des Slaves notamment. Il n'y avait pas que le romantisme dans l'unité allemande. Bon voilà, donc c'est très important, c'est aujourd'hui très actuel. Monsieur Benoît Paré a vu de ses yeux ce qu'a été le début de l'opération post-Maïdan. Je crois que c'est un témoignage fondamental qui confirme évidemment tout ce que nous on connaissait par ailleurs, mais là, la source, elle est béton, comme on dit chez nous. À vous, et merci beaucoup d'avoir accepté de venir. À vous de jouer. Merci beaucoup pour cette introduction et merci pour votre invitation. Alors, je vais d'abord un peu resituer mon expérience, parce que peut-être que tout le monde ne me connaît pas dans cette salle. Je suis donc, en fait, dans ma carrière, j'ai été officier de réserve dans l'armée française, déployé à 8 reprises en opération. J'ai aussi été fonctionnaire du ministère de la Défense. J'ai été observateur international pour des missions d'observation électorale avec l'Union européenne et aussi avec l'OSCE. Et j'ai par ailleurs effectué des missions de long terme avec toujours l'OSCE. Donc l'OSCE qui est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Organisation qui regroupe 57 États membres, qui a été créée en 1975. Et dont la première mission de terrain, en fait, date de 1996, juste après les accords de Dayton en Bosnie-Herzégovine. Mission à laquelle j'ai participé longuement pendant près de 5 ans, ensuite de bifurquer vers un autre pays des Balkans qui était problématique, la Macédoine du Nord. Et puis après une longue pause, faite surtout de missions militaires, je suis revenu dans une mission de long terme avec l'OSCE en 2015 en Ukraine. Donc je n'étais pas à proprement parler sur les lieux de Maïdan au moment des grands événements, mais bon, j'observais ça comme tout le monde via les médias. Et j'ai ensuite j'étais volontaire très vite pour faire partie de cette nouvelle mission qui se montait en Ukraine. J'ai postulé dès mars 2014. Alors on ne m'a pas sélectionné dans la première vague, parce que dans la première vague, bon, je me suis aperçu qu'après on prenait surtout des russophones. Malheureusement, je ne suis pas russophone, j'ai appris les rudiments de la langue russe, mais c'est loin d'être suffisant. Donc j'ai dû attendre avant d'être déployé en Ukraine. Il y a eu une deuxième vague de recrutement et cette fois-ci c'était la bonne, sauf que bon, il y a eu un décalage entre l'accord et le moment où j'étais déployé. Tout ça pour dire que finalement j'arrive en Ukraine en juillet 2015, au sein donc, de la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine.
À partir de là, après 3 semaines de briefings divers et variés sur la situation, sur le type de travail, sur un briefing sur la sécurité, etc., qui était assez long, je commençais à être déployé dans le Donbass dès le milieu de l'été, en fait. Déployé d'abord à Donetsk. Donetsk, c'était la base régionale que la mission de l'OSCE avait dans l'oblast de Donetsk. Et ensuite, on avait une autre équipe, l'équipe de Lugansk, qui elle avait sa base régionale dans la ville de Lugansk, tout bêtement. On avait donc dans le Donbass, au niveau de l'OSCE, 2 grosses équipes d'observateurs qui chacune en fait couvrait un oblast. Mais sauf que ces équipes d'observateurs, du coup, couvraient les 2 côtés de l'oblast, c'est-à-dire le côté contrôlé par les forces ukrainiennes et le côté contrôlé par les séparatistes. Donc ça, c'était très intéressant comme élément pour voir exactement ce qui se passait quand on pouvait avoir un aperçu des 2 côtés. Il se trouve que dans le cercle diplomatique, ou même des observateurs internationaux, on était un cas à part, puisque les diplomates de carrière qui étaient affectés dans l'ambassade, que ce soit à Moscou ou à Kiev, ne pouvaient pas en fait franchir la ligne de contact. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, de toute façon, pour elle, considérait que les territoires séparatistes, en fait, étaient des voyous, des renégats, des terroristes. Et donc aucun diplomate occidental n'a jamais mis les pieds dans les zones séparatistes. Aucun. Donc les seules personnes à statut diplomatique qui avaient cette possibilité, c'était nous et une poignée de personnel de l'ONU. Je dis bien une poignée. Et il y avait aussi le personnel du CICR, qui avait toujours des facilités partout où il est. Voilà. En fait, on avait un aperçu de la situation qui était assez privilégié comparé aussi aux journalistes. Je n'ai pas vu un seul journaliste occidental quand j'étais sur place, sauf quand il y avait des visites de ministres, des ministres occidentaux, y compris français, qui venaient sur place. À ce moment-là, ils venaient avec une valise si je puis dire, de suiveurs et de journalistes occidentaux qui étaient là jusqu'au temps de la visite. Alors, à une exception près, j'ai rencontré un jour un journaliste d'un grand journal qui lui venait en mission de récupération d'informations et j'ai eu l'occasion de le rencontrer grâce à un collègue. J'ai déjà parlé de l'entretien que j'ai eu avec ce journaliste dans une autre émission. Je ne vais pas revenir dessus, enfin il y a même eu des schémas courts qui ont été faits, mais enfin pour faire court, j'ai appris comme ça que en fait, les journalistes des grands médias n'étaient pas intéressés par la vérité. Ils étaient intéressés par l'idée de défendre un narratif. Vous voyez, bon, à l'époque j'étais encore un peu naïf, hein, donc il a fallu que j'attende 2016 pour vraiment m'en rendre compte. Une fois que j'avais une personne de ce milieu en face de moi. Voilà. Et là, il n'y avait pas de doute possible, aucune ambiguïté. Bon, c'est comme ça que ça marche. Et donc, chemin faisant, dans cette mission de l'OSCE, j'ai eu la chance d'avoir des fonctions différentes, et notamment des fonctions sensibles. La plupart des gens qui ont rejoint cette mission ont eu des postes d'observation qui consistaient à compter les violations du cessez-le-feu et aller vérifier le retrait des armements lourds. Et ça se limitait à ça. Voilà. 90% des observateurs qui ont été déployés en Donbass n'ont fait que ça. Et puis parler à des villageois dans la campagne pour savoir est-ce qu'ils avaient l'électricité, l'eau, etc. Enfin, des questions basiques. Le reste du temps, il y avait des gens qui appartenaient à une petite unité qu'on appelait la dimension humaine. Et j'ai rejoint assez vite cette unité de la dimension humaine. Et cette unité de la dimension humaine, comportant en son sein essentiellement des gens avec un background civil, dont certains étaient des juristes, et qui suivaient les problématiques liées aux droits de l'homme, les problématiques humanitaires, voire économiques, voire politiques, et tout en fait, tout ce qui ne concernait pas les affaires militaires à proprement parler. Et donc on avait vraiment un champ d'investigation très large. Et en plus, on avait même beaucoup de liberté pour choisir ce qu'on voulait faire. On traitait aussi la question de la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté de médias, en fait, mais au sens large. Voilà, c'était un éventail d'intérêts, de centres d'intérêt très très large,
Et pour ma part, j'ai essayé de m'intéresser un peu à tout, voilà, parce que je suis assez éclectique comme personne. Et en fait, on se rend compte que dans un théâtre de guerre, tout est important. Tous les aspects sont importants et ça vous aide à comprendre la dynamique globale si vous vous intéressez à tous les aspects. Et autre aspect auquel on s'intéressait plus spécifiquement dans cette unité, c'était la vérification des victimes civiles du conflit, qui était un enjeu central de propagande. Et à partir de 2016, donc, notre mission a décidé de vérifier systématiquement la véracité des allégations concernant les victimes civiles du conflit de part et d'autre. Et on avait un système très rigoureux qui a été mis en place à ce moment-là pour vérifier que quand on entendait parler de victimes ici ou là, on avait en effet des victimes. Et on essayait de déterminer à chaque fois quelle était la cause des blessures, d'où venaient les tirs, etc. Donc on avait un système qui était, je dois dire, très rigoureux et très au point, à la limite qui était trop rigoureux, puisqu'il y a certains cas qu'on a dû exclure de la liste des victimes confirmées, parce qu'on n'arrivait pas à avoir la troisième source sur les trois qui étaient requises. Il nous fallait une source d'origine médicale, une source d'origine officielle, et une source d'origine, soit la victime elle-même, soit ses proches ou ses voisins. Et il arrivait que la victime, en général c'était la source de la victime qu'on n'avait pas à voir, parce que des gens refusaient de nous parler. Ou on avait perdu leur trace. Les gens avaient déménagé. Dans un cas, c'est une personne qui avait rejoint l'armée, qui était partie sur un coup de tête, blessée par un bombardement, donc le type rejoint la milice des militants de Lugansk. Voilà. Donc voilà le résultat des bombardements ukrainiens. Ça a renforcé les rangs des séparatistes, en fait. Et ça dès le début de 2014, en fait. Et donc voilà, c'est le résultat de la répression. Quand vous réprimez l'élan d'une bonne partie d'une population par la violence, et ben vous créez en face des gens qui en fait vous résistent par la violence. Et donc on rentre dans un cycle de guerre. Voilà donc les grandes missions qu'on avait devant nous dans cette petite unité. Et un autre élément important, il y avait le suivi des procès liés au conflit dans Donbass. Et là, il y avait deux types de procès. Il y avait des procès qui visaient des séparatistes, où les gens soupçonnaient de séparatisme. Et il y avait ensuite les procès contre les personnels, en général c'était les personnels des forces armées ukrainiennes qui avaient commis des crimes. Mais en général c'était quasiment exclusivement des personnels des bataillons de volontaires. C'est-à-dire en premier lieu, en tête de liste, c'était Azov. En numéro 2 dans la zone, on avait le bataillon de Donbass, qui est un autre bataillon de volontaires. Et puis ensuite, vous avez d'autres bataillons comme Dnipro 1, Haïdar, voilà, ce bataillon assez sinistrement connu dans les premières années, surtout en 2014, parce que c'était des gens qui, bon, je peux en témoigner, ont commis des crimes de guerre contre les civils dans toutes les zones où ils ont été déployés. On en a très peu parlé en Occident. J'ai été confronté à certains de ces crimes a posteriori, par des témoignages de gens qui témoignaient après les faits. Aussi, j'ai pu creuser un peu certains de ces cas quand ça concernait les journalistes. Parce qu'à un moment donné, j'ai pris en main le dossier liberté d'expression à Mariupol, la base où j'étais affecté. Je me suis mis à rechercher des journalistes, à les interroger pour savoir quelle était leur expérience. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert des histoires dont personne ne parlait, sur le fait que les journalistes de 2014 étaient intimidés, enlevés, torturés. On leur faisait subir des chantages divers et variés. Certains ont abandonné le métier de journaliste pour toujours. Il y a au moins un de ces journalistes dont on sait qu'il a été fait prisonnier par le SBU, donc le service secret ukrainien, qu'on n'a jamais retrouvé. Tout le monde pense qu'il est mort en détention. Et pour tous ceux qui, en fait, avaient eu la chance de ne pas être arrêtés, en fait, les quelques cas de journalistes qui sont arrêtés, en fait, ça envoie un signal. Comme l'a dit un rédacteur en chef d'un journal du Donbass, une gazette locale, il m'a dit, vous savez, quand on voit que même à Kiev, les journaux qui ne sont pas dans la ligne du parti peuvent en fait être attaqués en plein jour, incendiés, et la police qui est en face au trottoir ne bouge pas, comprenez le message. Comprenez que tout le monde, chaque journaliste, chaque journal a intérêt à ne pas se démarquer du discours officiel. Voilà. C'est texto comme ça qu'il me l'a dit. Donc,
tous ces rendez-vous que j'ai pu avoir, et dont beaucoup sont relatés dans ce livre, ici, dépeignent en fait un Donbass en guerre entre 2015 et 2020, pour la période où j'étais dans le Donbass, qui ne correspond pas vraiment au narratif qu'on a pu avoir dans nos médias. Et aujourd'hui, c'est un historique qui est complètement ignoré. Et aujourd'hui, enfin depuis 2022, on veut faire croire que l'opération militaire spéciale russe est une agression gratuite qui sort de nulle part, alors qu'il y a tout un passif, un passé qui démarre en 2014. Hein. Pour moi, le conflit démarre les 18 et 19 février 2014 sur la place Maïdan. C'est le premier sang versé, hein, c'est pour ça que je fais dater le début du contestement là, c'est le premier sang versé. Et on sait, enfin moi j'ai appris par la suite, à partir de la fin 2015 jusqu'à l'année 2016, que en fait toute cette affaire de Maïdan était un montage, une opération sous faux drapeau, dans lesquelles on retrouvait les partis d'extrême droite néo-nazis ukrainiens comme Svoboda, Pravi Sector, donc autre groupuscule ultra-violent qui s'est formé à ce moment-là. Et ce sont ces gens-là, en fait, qui contrôlaient les édifices à partir desquels les snipers, a priori les snipers géorgiens, en tout cas certains étaient géorgiens, ont tiré sur la foule des manifestants pour créer le chaos et faire croire que c'était la police qui leur tirait dessus. Or, il y a un universitaire ukrainien, d'ailleurs, et en plus un Ukrainien de l'Ouest, qui vit aujourd'hui au Canada, à l'université qui travaille à l'université d'Ottawa, qui a étudié en détail ces événements sur la base de tous les films qui pouvaient exister, parce qu'à l'époque il y avait des journalistes dans tous les sens, du monde entier. Et il a épluché tout ce qu'il pouvait, il a aussi interrogé des gens, et il s'est aperçu qu'on était face à une opération sous faux drapeau de grande échelle. Et voilà, il faut comprendre que cette guerre à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, encore au jour d'aujourd'hui, démarre à ce moment-là déjà avec un mensonge énorme. Ensuite, les mensonges ont continué pendant la guerre du Donbass, souvent les mensonges par omission. Et le plus gros mensonge par omission auquel j'étais confronté, c'est sur les victimes civiles du conflit. Dossier que je suivais personnellement. Et il se trouve que j'ai eu la chance à un moment donné, par un peu le fait du hasard, d'avoir accès aux bases de données des victimes civiles à la fois dans l'oblast de Donetsk et dans l'oblast de Lugansk. Or, il y avait qu'une poignée de gens, quand je dis une poignée, c'est moins de 5, il y avait qu'une poignée de gens qui avaient accès à ces deux bases de données. Et donc c'était considéré comme des données très sensibles, et là, à ce moment-là, j'ai pu me rendre compte que, en fait, la tendance des victimes civiles du conflit, qui avait été révélée une seule fois dans un de nos rapports en l'année 2017, avant d'être étouffée, cette tendance, on pouvait la confirmer sur la durée, c'est-à-dire qu'il y avait en gros 2 fois plus de victimes du côté séparatiste que du côté ukrainien, pour les victimes civiles. Mais si vous preniez en compte les victimes de ce qu'on appelait la continuation du conflit, c'est-à-dire pas les victimes de mines par exemple, parce qu'il y a beaucoup de victimes de mines dans les guerres, dans les théâtres de guerre, mais si vous preniez en compte les victimes de bombardements ou même de tirs à l'arme légère, vous aviez un pourcentage de victimes côté séparatiste encore plus grand, on était à 72% contre à peu près 26% côté contrôlé par l'Ukraine. Et cette tendance, quand on regardait d'année en année, ne faisait que s'accentuer d'année en année. Là, les chiffres que je vous donne, c'est sur 3 ans, 2016-2018, parce que j'avais les chiffres à ce moment-là pour ces 3 années. Ensuite, j'ai malheureusement perdu accès à la base de données de Donetsk. Et sur l'année 2019, jusqu'à début 2020, j'ai dû me contenter de la base de données de Lugansk. Mais ce qu'on pouvait constater sur la base de données de Lugansk, c'est que la tendance continuait à empirer, en fait, en défaveur des séparatistes. Bon, pour être franc, pour entrer un peu dans les détails, en fait, ce dont je me suis aperçu, c'était que les victimes causées par les séparatistes, en fait, n'arrêtaient pas de diminuer d'année en année. Or, le nombre de victimes causées par le camp de l'Ukraine était stable d'année en année. Et c'est pour ça que vous aviez un pourcentage de remontée de victimes côté séparatiste, alors qu'en fait, il était stable quand on regardait le niveau des victimes. Et ça voulait dire qu'en fait, l'armée ukrainienne ne faisait pas d'efforts pour diminuer les victimes. Alors que les séparatistes, eux, faisaient des efforts
pour diminuer le nombre de victimes civiles. Et ça, je peux le confirmer, pour avoir aussi discuté avec certains d'entre eux sur la ligne de front. C'était pas un hasard, c'était une volonté réelle. Malheureusement, on ne retrouvait pas du côté ukrainien, puisque bon, pour beaucoup de soldats ukrainiens qui venaient de l'ouest de l'Ukraine, les habitants du Donbass n'étaient que des séparatistes en puissance. Donc, il n'y avait pas beaucoup de compassion pour ces gens-là. Malheureusement, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Pour les nationalistes ukrainiens, le Donbass, l'enjeu du Donbass, c'était pas la population, c'était le territoire. Ils voulaient absolument récupérer le territoire. Et la population, pour eux, c'était négligeable. Donc certains allaient jusqu'à penser qu'on pouvait après tout les exterminer ou les expulser. Bon, c'est comme ça qu'ils pensaient. Moi, je me souviens, le premier jour où j'étais dans le Donbass, une anecdote que je raconte dans le livre, premier habitant du Donbass que je rencontre, en fait, c'était le Donbass contrôlé par l'Ukraine, et là, c'était une personne farouchement hostile aux séparatistes, et qui a décliné un discours de haine pure, de haine à l'état pur, contre ses compatriotes, qui selon elle, a fait de mauvais choix, et elle nous demandait à nous de l'OSCE de bloquer, en fait, tous les accès aux zones séparatistes de Donbass, de bloquer y compris les camions de nourriture et d'aide humanitaire, pour qu'ils crèvent de faim. C'était littéralement son discours. Et donc, il faut aussi quand même avoir confiance que dans le Donbass, on n'avait pas l'unanimité pour le séparatisme pro-russe. Vous avez quand même des gens qui sont plutôt une minorité, mais qui, en fait, eux, étaient pour rester dans l'Ukraine. Et ils ne supportaient pas d'être localement dans la minorité. Et j'ai vu beaucoup de cas comme ça, des gens de locaux, c'était parmi les plus virulents contre les séparatistes, parce que c'était des gens du cru, et qui savaient qu'ils étaient en minorité. Et ils avaient l'avantage d'avoir l'État ukrainien et l'armée ukrainienne derrière eux pour pouvoir en fait assouvir leur vengeance contre parfois leurs voisins qui avaient le tort de mal penser. Voilà. Ça, c'était la réalité du Donbass. Voilà, donc chemin faisant, voilà tout ce que j'ai pu concaténer sur place pendant un moment. Et puis ensuite, j'ai démissionné honnêtement en 2020 parce que j'étais fatigué de beaucoup de choses, notamment des dysfonctionnements internes de la mission de l'OSCE. Il y avait des cadres carrément toxiques qui étaient nommés dans cette mission, malheureusement. Et ça rendait le travail encore plus pénible. Il y avait aussi des obstacles qui nous étaient mis par la hiérarchie pour notamment établir un dialogue avec les représentants des séparatistes. Il y avait une volonté affichée de ne surtout pas laisser paraître qu'on pouvait reconnaître la légitimité des séparatistes, donc on limitait les contacts avec eux au strict minimum. Sauf que, selon moi, ça rentre en contradiction avec notre mandat, qui nous demande expressément d'établir le dialogue sur le terrain afin de faire baisser les tensions et d'aller vers la paix. De la mission de l'OSCE qui est en annexe du livre, hein, pour ceux qui voudraient le consulter. Et donc, on était selon moi en pleine contradiction de notre mandat à de nombreuses reprises. Et moi, je trouvais ça personnellement insupportable. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, bon, une fois que j'ai fait tout ce que je pouvais à mon niveau pour faire bouger les choses et que je m'apercevais qu'en fait je me heurtais à des murs ou à des moulins à vent, j'ai décidé de démissionner à ce moment-là. Je me suis dit, ok, j'ai fait ce que je pouvais, mais maintenant je ne peux plus rien faire. Et donc, il est temps de partir. Donc j'ai démissionné en mars 2020. Et puis, bon, je suis revenu en Ukraine à l'automne 2020, toujours, pour les élections. Cette fois-ci, j'étais observateur pour les élections et j'ai eu la chance d'être déployé à l'opposé du Donbass, dans l'oblast de Lviv, donc le fief des nationalistes ukrainiens. Donc c'était très intéressant pour moi de pouvoir comparer les deux zones. Hein. C'était vraiment les deux opposés de l'Ukraine. Et ensuite, j'ai pu aller aussi dans l'oblast de Volyn, qui est voisin. Et là, j'ai pu du coup être exposé en fait d'un peu plus près aux racines du nationalisme ukrainien. Et quand j'ai narré cet épisode dans mon livre, en fait, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'essayer de faire un petit historique du nationalisme ukrainien, de l'entre-deux-guerres, en fait. Et parce que c'est de là que part le mouvement nationaliste qu'on connaît aujourd'hui. Et en faisant des recherches,
je me suis rendu compte que les choses étaient encore pires que ce que je croyais. Et j'ai fait un petit condensé un peu de ce que j'avais trouvé dans le livre, qui est dans le chapitre 8. Et à l'époque où je travaillais avec un éditeur, il m'a dit, écoutez, ce chapitre est très bien, parce que c'est vraiment des choses importantes à voir. Et vous avez trouvé le juste équilibre entre ne pas être trop long et ne pas être, et dire juste ce qu'il fallait. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est assez édifiant sur les crimes de masse qu'ont pu commettre les bandéristes à divers moments diverses étapes de leur développement, de la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, ils avaient déjà commencé leur méfait dans les années 30, par des assassinats ciblés. Il y a des assassinats qui est assez troublant quand même, c'est qu'à un moment donné, ils ont assassiné qu'on appelle ça, un proviseur de lycée, sur ordre de Bandera lui-même, parce que ce proviseur de lycée interdisait aux étudiants nationalistes de distribuer des tracts dans l'enceinte du lycée. Tracts politiques, qui en plus étaient, qui dénonçaient à l'époque l'occupation polonaise. Donc c'était quelque chose de politiquement très sensible, et le fait que le proviseur du lycée s'opposait à cela, peut-être pour la paix sociale, pour être en paix avec les autorités, bon, ça lui a valu un arrêt de mort. Donc exécution par les bandéristes à l'époque, sur ordre de Bandera. Voilà, c'était voilà, le personnage de Bandera à l'époque. Et donc Bandera était très lié aussi à la prise de Lviv. Je ne rentre pas dans les détails, on trouvait ça dans le livre. L'histoire des nationalistes ukrainiens et du parti nazi, en fait, est assez intéressante à suivre, puisque très tôt, en fait, les bandéristes se sont alliés au parti nazi. Et bon, la rupture a eu lieu parce que Bandera s'est cru autorisé de déclarer l'indépendance de l'Ukraine sans demander l'autorisation. Et ça ne plaisait pas du tout à Hitler. Et ça a été à ce moment-là, non pas une rupture, mais on va dire un froid entre les nationalistes ukrainiens et les nazis allemands. Et après ça, vous avez quand même une partie des nationalistes ukrainiens qui ont collaboré joyeusement avec les nazis pour divers pogroms, et d'autres qui sont rejoints plutôt la clandestinité. Et tous ces gens-là, in fine, coagulent vers la fin de la guerre pour faire la guerre contre les soviétiques avec les nazis. Voilà. Donc même s'il y a eu un froid à un moment donné entre les bandéristes et les nazis, ils se sont tous retrouvés à la fin de la guerre pour faire la guerre contre les soviétiques. Bref, voilà, ça c'est l'épisode des nationalistes. Mais ce qu'on voit derrière tout ça, c'est qu'ils n'hésitaient pas à commettre des crimes de guerre contre les civils, et essentiellement les Polonais à l'époque. Ils ont massacré, d'après les historiens, à peu près 100 000 Polonais. Et c'était des massacres, je veux dire, le plus souvent à l'arme blanche, parce qu'ils n'avaient pas forcément des armes pour, et on a des descriptions vraiment atroces, des crimes qu'ils pouvaient commettre, sans état d'âme. Quand vous regardez les massacres de juifs qui ont eu lieu un peu plus tôt, d'après les Allemands eux-mêmes, en fait, quand il fallait tuer des Allemands, des femmes et des enfants, pour protéger les soldats allemands qui risquaient d'avoir ce qu'on appellerait maintenant des PTSD, des troubles post-traumatiques. Donc pour préserver les soldats allemands, on demandait aux nationalistes ukrainiens de s'occuper des femmes et des enfants, et paraît-il, d'après les témoignages allemands, ils s'en occupaient avec joie. Donc on peut considérer qu'ils étaient pires que les nazis, de ce point de vue. Voilà ce que c'était que ces personnages. Et quand on voit qu'aujourd'hui, en 2025, en fait, le mouvement bandériste est considéré comme un mouvement de héros intouchables. On fait des monuments à Bandera, et pas seulement à Bandera, mais aussi à ses lieutenants, dont certains sont plus impliqués que lui dans les massacres, parce que lui, à un moment donné, il était dans une prison confortable en Allemagne pendant que les pires massacres étaient commis. Donc certains diront, ah oui, mais bon, c'était pas lui qui décidait à l'époque, sauf qu'il avait toujours une chaîne de communication avec les bandéristes qui étaient sur le terrain, et tous se revendiquaient de lui. Et une fois qu'il a été libéré, à ma connaissance, il n'a jamais dénoncé le moindre crime commis par ses troupes. Donc il les a assumés. Et maintenant, ces gens-là sont des héros de l'Ukraine. Et on nous explique que l'Europe doit défendre ces gens-là pour défendre la démocratie et les droits de l'homme. Hein, voilà. Bon, voilà, donc il y a quand même un hiatus. Donc moi j'ai voulu écrire ce livre pour témoigner d'abord l'expérience de terrain, pour que les gens puissent avoir un point de vue différent,
Alors il y a des gens, parfois je vois sur les réseaux sociaux qui disent oui, mais bon, c'est juste un type qui parle, voilà, qu'est-ce qu'on n'a pas de preuve que ce qu'il dit est vrai. Bon. Moi, sachez que tout ce que j'ai mis là, en fait, c'est tiré de mes notes et rapports personnels. Je n'ai rien inventé. Et que si un jour quelqu'un voulait me faire un procès, on va bien s'amuser parce que j'ai beaucoup de sources écrites de tout ça, beaucoup de témoins que je pourrais éventuellement faire parler aussi. Donc personne ne m'a attaqué sur le fond. Et donc quand on ne peut pas attaquer les gens sur le fond, on préfère les ignorer. Hein, ou alors, malheureusement, dans certains cas, on préfère les éliminer. Alors je croise les doigts, je touche du bois. Et je redis ici que je suis aucunement suicidaire, et que je ne pars pas en randonnée seul dans la montagne, et que j'évite de passer la nuit dans des points hauts, des immeubles au 10e étage. Voilà. Voilà, quand on prend la position qu'elle amène aujourd'hui, ben, on est obligé d'être un peu plus prudent que d'habitude. Mais bon, j'assume, parce que pour moi, il y a des moments où il faut... il y a tellement de choses en jeu, si vous voulez, aujourd'hui, avec la guerre qui se déroule en ce moment, avec le fait que les Européens ont l'air d'avoir une folle envie que ça continue, voire de s'en mêler directement. Il y a tellement d'enjeux que je pense que bon, ma petite personne devient très secondaire dans tout ça. Et donc bah, je me suis dit qu'il était important de témoigner, de dire tout ce que je savais qui me paraissait important. Moi je suis quelqu'un qui ne supporte pas le mensonge à la base, même dans la vie quotidienne. Bon, il y a une partie qui vient de mon éducation, mais je pense qu'il y a aussi une partie d'inné. Voilà, c'est comme ça, je ne peux pas supporter le mensonge. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce livre. J'aime pas non plus les mensonges par omission quand c'est trop important. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre. Et voilà, je pense avoir fait un résumé dans les grandes lignes de mon expérience. Maintenant, si les gens ont des questions spécifiques, bah, je suis prêt à y répondre si possible, du mieux que je peux. Voilà. D'abord, merci beaucoup. Et puis bon, bah écoutez, oui, merci pour votre courage aussi, hein, bien sûr. On a en commun de lutter contre le mensonge et de ne pas trop l'aimer. Oui. En plus, ça nous paraît important pour l'avenir de la France et pour l'avenir de l'Europe. Parce que là, on est mal parti quand même. Bon, mais je voulais vous demander des collègues, en quelque sorte, des collègues à vous. Oui, nous avions invité Pierre, qui est ici, Pierre Vassiliev, qui est notre secrétaire général de Stavrosophobie, un ami qui était observateur de l'autre côté, hein, qui était logé du côté de Donetsk. Alors, apparemment, il n'a pas pu venir. Bon, parce qu'il habitait aussi, il habite en province. Lui aussi, bon, il nous avait rapporté un peu son témoignage, il est en film, si vous voulez, éventuellement je vous le transmettrai, mais il a demandé à ce qu'on ne le publie pas trop. Bon, pour les mêmes raisons que vous, j'imagine. Parmi les officiers français avec lesquels j'ai pu discuter, qui étaient là-bas aussi, mais dans le cadre de l'OTAN, ils m'ont dit que, suite à une intervention que j'avais faite, hein, en disant, mais ils me demandaient, mais d'où avez-vous su des choses pareilles? Notamment sur les préparations qui étaient faites, et où je me suis fondé d'ailleurs sur des rapports de l'OSCE, sur le fait qu'il y avait des bombardements intensifiés à partir du 13 février, si je ne me trompe pas, du 16 février, donc 2022. Et ils m'ont dit, oui, en fait, quand ils ont commencé leur SBO, c'est-à-dire l'opération militaire spéciale en initiale russe, ils nous ont eu, parce que nous, ça faisait 5 ans qu'on préparait des fortifications pour l'opération de nettoyage ethnique du Donbass, qui, comme vous l'avez très bien souligné, est effectivement due notamment à l'idéologie nazie d'une partie, malheureusement, des Ukrainiens, notamment de l'Ouest, et qui a fait qu'ils ont fichu en l'air le projet ukrainien, le rêve ukrainien, qui avait toutes les chances en 90,
plus de chances que la Russie même, je dirais. Vous avez un pays formidable, en fait. Il a fallu qu'il veuille détruire la moitié de la population en les déclarant Untermensch. C'est une absurdité totale. Bref, ces officiers m'ont dit, donc voilà, on avait tout préparé, c'était logiquement, on avait prévu que les Russes contre-attaqueraient par l'Est compte tenu de l'afflux des réfugiés, on n'avait pas prévu qu'ils attaqueraient par le Nord et par le Sud. On s'est fait avoir de ce point de vue-là. Alors est-ce que vous pouvez confirmer ces dires-là? Merci. Alors, ce que je peux confirmer sur la période 16 février, 24 février, alors ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, après la mission d'observation électorale en 2020, l'année 2021, j'étais éloigné de l'Ukraine, mais je suis retourné en décembre, à partir de décembre 2021, et encore une fois dans la mission spéciale d'observation, mais cette fois-ci on ne m'a pas envoyé dans Donbass, à ma grande surprise, on m'a envoyé à Odessa. Alors Odessa, très bien, parce que ça m'a permis de découvrir une autre facette de l'Ukraine, si vous voulez, et je suis resté là-bas un peu moins de 3 mois. In fine, du coup, j'étais au sein de l'OSCE quand il y a eu tous ces événements que vous venez de rappeler. Et le fait est que, étant au sein de l'OSCE, j'avais accès au rapport de l'OSCE, même si je n'étais pas dans le Donbass. Je lisais les rapports et je pouvais aussi même décrocher mon téléphone et appeler mes collègues en disant j'ai lu ça, est-ce que tu confirmes? Voilà, ce que j'ai fait dans les faits. Pour cette période-là, du 16 au 24, en fait, d'abord j'ai eu un de mes collègues qui m'a dit je connais quelqu'un qui est dans la base avancée de Popasna, on avait une base avancée à Popasna, et qui dit les Ukrainiens bombardent lourdement. Et on était avant l'opération militaire spéciale russe, et on était même avant que Poutine reconnaisse l'indépendance des républiques du Donbass. Donc c'était le premier indice. Ensuite, bon, le 17 février, enfin, j'ai déjà raconté ça dans d'autres interviews, mais il y a eu un incident majeur, l'attaque d'une école maternelle. Contrôlée par l'Ukraine, à Stanislavl-Luhanska, c'était le nom de la ville où ça a eu lieu. Donc qui est complètement à l'est, près de la frontière russe. Et tout de suite, ça a été le branle-bas de combat médiatique, comme souvent avec cette guerre. Et on a accusé les Russes d'être des barbares, comment peuvent-ils, enfin les Russes ou les séparatistes, comment peuvent-ils bombarder une école maternelle en plein jour, quand il y a des enfants dedans, etc. Et ça m'a mis la puce à l'oreille, parce que je me suis dit, moi, en 5 années là-bas, je n'ai jamais vu un tel truc. On n'a jamais eu une telle situation où des séparatistes seraient permis de bombarder une école en plein jour, quand il y a des élèves dedans. En revanche, j'étais plutôt à l'inverse. Il y a une école que je suivais à Zoloté 5, pardon pour l'anglais, c'est Zoloté 5, toujours dans le bas de Lugansk, et qui, elle, se prenait régulièrement des balles, voire des roquettes, soit dans les fenêtres, soit dans les alentours. Et à un moment donné, ils ont dû fermer l'école. Voilà, moi j'ai plutôt l'exemple inverse. C'était les forces ukrainiennes qui tiraient sur les écoles. Vous voyez? Et donc là, je me dis non, ça ne colle pas. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai attendu le rapport de mes collègues de l'OSCE pour voir qu'est-ce qu'il en était. Sauf que ça paraît 24 heures après, le temps que ce soit validé dans toute la chaîne hiérarchique. Mais seulement, entre-temps, vous avez de toute façon tous les médias qui se sont énervés dessus et qui vous ont déjà voulu un narratif qui est partagé dans le monde entier. Hein. On a déjà dit que les Russes étaient des barbares. Et quand le rapport de l'OSCE paraît, de toute façon, même s'il y a des éléments dedans qui vont contrecarrer le narratif, tout le monde va les ignorer, ça je dis ça d'expérience. Hein. Et en l'occurrence, il y avait des éléments qui mettaient à mal le narratif. Notamment la façade de l'immeuble qui avait été impactée. C'était pas compatible avec les positions des séparatistes. Premier élément. Deuxième élément qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'il était dit dans notre rapport que notre patrouille qui a été envoyée sur place n'a pas eu le droit d'inspecter les lieux. Ils ont été maintenus à distance à 50 mètres par la police locale. Ce qui est pour moi une première. Je n'ai jamais vu ça en 5 ans de Donbass. C'est au contraire, les deux côtés d'ailleurs avaient intérêt à ce qu'on vienne documenter, valider les dégâts des bombardements de l'adversaire. Ça allait dans le sens de leur propagande. Et là, le fait qu'ils nous interdisent de nous approcher, c'était totalement le contraire. C'était absurde. Sauf à imaginer que, en fait, c'était un acte sous faux drapeau et qu'ils ne voulaient pas qu'on sache exactement quel était le type d'explosif qui avait été utilisé. Et quand on se rapproche, en plus, on peut non seulement
estimer quel est le type d'engin explosif qui est utilisé, mais aussi on peut estimer la direction du tir. Vous voyez, ce sont des estimations cruciales. Et ça, on n'a pas pu le faire, à cause de la police locale. Donc là, vous vous rendez compte qu'on est probablement face à une opération de propagande, en fait. Sauf que, bon, le coup est déjà parti, et personne n'a défendu ce truc-là. En plus, troisième élément, on est à ce moment-là, le 17 février. Le 18 février, vous avez la conférence de Munich qui commence, qui discute de l'Ukraine avec tous les partenaires occidentaux, et Zelensky y va, et devinez de quoi il parle, du bombardement de l'école maternelle. C'est un de ses points majeurs pour démontrer, vous voyez bien que les Russes et les pro-russes sont des barbares. Donc nous avons besoin de l'aide occidentale. Donnez-nous des armes, et c'est dans ce discours d'ailleurs qu'il parle de l'option pour l'Ukraine de se doter d'armes nucléaires. Vous voyez ? Mais il leur faut pour ça des éléments de propagande pour choquer l'opinion, choquer les diplomates qui ne vérifient pas leurs informations, pour obtenir ce qu'ils veulent. Toujours plus d'armes. Voilà. Donc voilà, donc j'avais compris cette dynamique-là. Donc je raconte tout ça dans le livre, en fait. Et après, du coup, j'ai aussi voulu étudier de plus près nos propres statistiques qui ont été faites entre le 16 février et le 24 février. J'ai tout téléchargé. Et j'ai analysé les annexes. Parce que dans ces rapports, vous avez des annexes qui rendent compte pour chaque violation de cessez-le-feu, de l'heure à laquelle c'est arrivé, du lieu précis et de ce qu'on a observé exactement. Hein, vous avez une petite définition, une ligne ou deux. Alors, moi j'étais très familier avec ce processus. En plus, ça vous donne la position de la caméra. Je savais où étaient la plupart des caméras. Et en plus, je savais très bien où étaient les positions des belligérants. On avait tout cartographié. On savait où ils étaient, sans problème. Et donc, quand on lit dans un rapport que voilà, telle caméra, tel jour, telle heure, on voit des projets, surtout la nuit que c'était révélateur. Parce que la nuit, les belligérants se tirent dessus avec des balles traçantes ou des projectiles traçants de plus gros calibre. Pour voir où ils visent, pour s'assurer qu'ils visent bien. Et quand vous êtes sur place, vous voyez en général des échanges de balles traçantes ou de projectiles traçants. Et dans ces rapports, vous voyez à chaque fois la majorité des projectiles visibles vont de l'ouest vers l'est. Et à chaque fois, ça voulait dire des lignes ukrainiennes vers les lignes séparatistes. Et ça, c'est une preuve tangible qui vous indique qui tire sur qui. En l'occurrence, les Ukrainiens tirent sur les séparatistes. Alors, il y avait aussi beaucoup de comptes rendus d'explosions. Malheureusement, pour l'avoir vécu de près, quand vous entendez des explosions sur le terrain, c'est pas toujours évident de savoir si ce que vous entendez est un tir ou un impact. Plus on est près, plus c'est facile de déterminer ce que c'est, mais quand vous êtes loin, ça fait un gros boom et ça se ressemble. Donc c'est pas évident de déterminer à quoi on a affaire. Quand vous avez des récits sur le nombre d'explosions, malheureusement, ça ne vous indique pas qui tire sur qui. Voilà. Oui. Oui, j'avais deux questions mineures, mais est-ce que vous pourriez me dire dans quelle langue vous avez communiqué? Et puis, une autre question, je connais bien le CICR, ils ont un devoir de réserve qui est quasi absolu. Vous n'aviez aucune clause de confidentialité, vous avez pu écrire votre bouquin tranquillement. Bonne question. Alors, il y a deux questions. Alors, la première question, notre langue de travail, c'était l'anglais. Voilà, on écrivait nos rapports en anglais. Le but essentiel de notre mission, en fait, c'était de produire des rapports pour informer les diplomates des États membres. C'était le but numéro un. Et bon, évidemment, localement, il fallait qu'on puisse communiquer avec les locaux, donc on avait des interprètes qui, dans le Donbass, ils devaient tous être fluent. Ils devaient tous parler couramment le russe et l'ukrainien. C'était une obligation, et l'anglais en plus, parce que qui parlent avec les observateurs. Donc tous les interprètes qu'on employait dans le Donbass devaient être trilingues. Et de facto, en fait, on employait surtout des jeunes. Parce que c'est surtout les jeunes qui apprennent l'anglais, en fait. Et l'ukrainien. Et l'ukrainien, exactement. Parce que, en fait, dans le Donbass, la grande majorité des gens ne parlent pas l'ukrainien. Et pour ceux dont on dit qu'ils parlent l'ukrainien, en fait, ils parlent surgique, qui est un dialecte
qui mélange l'ukrainien et le russe. Et dont on me dit, je ne suis pas spécialiste, mais moi j'ai un de mes collègues de l'ESE était un linguiste pur jus, il parlait un excellent ukrainien, un excellent russe, et il m'expliquait qu'en fait, dans le Donbass, le surgique qui est parlé là-bas, ça tend plus vers le russe, forcément, puisque il y a beaucoup de russophones purs. Mais plus on va vers l'ouest, plus ce surgique, parce qu'il est parlé un peu en toute l'Ukraine, mais essentiellement dans le centre, on va dire, au centre au sens large, plus on va vers l'ouest, plus le surgique, en fait, commence à tendre vers l'ukrainien. C'est comme ça qu'il m'a présenté la chose. Un polonais. Pardon? Et vers le polonais. Possible, vers le polonais, oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent polonais aussi encore, ils n'ont pas tous été massacrés. Et d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un dans l'oblast de Volyn qui avait des ascendances polonaises et russes. J'avais les deux. Et aujourd'hui, il est réfugié en Pologne, d'ailleurs, parce que longue histoire. Mais il ne voulait plus rester en Ukraine, même un Ukrainien de l'Ouest, parce qu'il disait ce pays devient un pays de fous. Et je ne veux pas rester ici. Et bon, il fait partie des chanceux qui ont réussi à se sauver. Et y échapper, en l'occurrence, de très peu à la mobilisation forcée. Et, donc, je sais que c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, parce que je me l'ai raconté, et ça lui est arrivé assez tôt, vers la fin 2022, pour la première fois, où il a été chopé par des policiers en bas de chez lui, et il s'en est sorti par la force de persuasion, plusieurs arguments que je ne vais pas détailler. Mais bon, ça a été moyen. Voilà. Comme quoi, la mobilisation forcée, en fait, a commencé assez tôt en Ukraine. C'est pas, ça ne veut pas dire. Y compris dans les régions de l'Ouest. Bref, pour revenir à la question, donc c'était la question de la langue. Et deuxièmement, rappelez-moi. C'est l'OSCE, est-ce que vous aviez une clause de confidentialité? Clause de confidentialité. Alors, quand on est rentré dans la mission, on a tous signé ce qu'on appelait un code de conduite. Mais qu'en fait, quand on le relit, moi je l'ai relu après, avant de publier le livre avec l'éditeur, quand j'avais un éditeur, et on a pensé tous les deux qu'en fait c'était une terminologie trop vague pour être inquiété. Voilà. En revanche, je pense que l'OSCE était consciente de ça, que le code de conduite était un peu léger, pour nous empêcher de parler. Et donc, quand il a été décidé de dissoudre la mission, donc une fois qu'on a été évacué, on a tous été évacués le 25 février de l'Ukraine, dans des conditions un peu épiques d'ailleurs, mais bon, je raconte un peu dans le livre. Mais une fois qu'on a tous été évacués, un certain nombre d'avis, en position d'attente, et puis au bout d'un moment, on nous a dit ok, rentrez chez vous, on verra plus tard. Et puis bon, on restait en contact par internet, par vidéoconférence, et à un moment donné, bon, on a appris que la mission était dissoute, et à ce moment-là, il y a tout un processus administratif. En fait, on avait tous encore des matériels de l'OSCE, comme des téléphones, parfois des radios, des ordinateurs. Et donc on se dit voilà, vous devez rendre tout ça, je crois que la date limite c'est le 1er juin. Et si vous n'êtes pas capable de rendre tout ça le 1er juin, vous serez obligé de signer un accord de non-divulgation. En anglais c'est NDA, Non-Disclosure Agreement. Accord de non-divulgation en français. Et là, oulala, je sens le risque, parce que j'avais déjà l'idée de témoigner en fait. Je ne savais pas trop comment à ce moment-là, sous quelle forme. Mais je me disais, j'ai vu tellement de trucs, quoi, qu'à un moment donné, ce serait bien que je puisse en parler. Et donc, j'ai surtout pas voulu être contraint de signer cet accord. Et donc, j'ai fait le maximum de mon côté pour me libérer de toutes les contraintes administratives à la date prévue pour ne pas avoir à signer cet accord. Parce que cet accord, en revanche, si je l'ai signé, là, je pouvais avoir des problèmes juridiques. Vous voyez? Mais je ne l'ai pas signé. Voilà. Bravo. Oui, madame? Oui, pour avoir. Parce que donc, moi je fais partie de l'association Apocalypse Non, donc on milite contre cette escalade guerrière. On est contre le fait qu'on livre des armes à l'Ukraine, et maintenant on est contre le fait que cette soi-disant armée des volontaires là, se déploie. Et donc pour avoir entendu, je me suis fait déverser sur la tête tous les torrents de désinformation que les gens peuvent sortir. Et donc ce qui vient souvent, c'est que en fait, alors pour les quelques-uns qui connaissent le fait qu'il y avait une guerre civile avant 2022, parce que le fait que ça n'ait pas commencé en 2022 déjà, on est sur les cas de ça. Voilà. Mais ensuite, les gens sortent toujours, oui, et de toute façon, les séparatistes, c'était les Russes qui étaient derrière.
Donc vous qui avez côtoyé des séparatistes, quel est le profil ou quels sont les différents... je ne pense pas qu'il suffit. Est-ce que les séparatistes étaient juste des pantins animés par les Russes ou est-ce que... quelles étaient les motivations des séparatistes? Voilà. Bah, écoutez, c'est une question intéressante parce que c'est vrai que c'est un thème qui revient assez souvent. Et notamment avec des journalistes mainstream, par exemple l'anglicisme, enfin, qui vont vous expliquer à peu près la même chose. Il n'y a pas de séparatistes, c'était que des Russes. Voilà. Mais je me suis attaché à l'exemple de Mariupol, parce que j'ai été déployé 2 ans et demi sur place et que j'ai suivi les procès de leaders séparatistes de Mariupol. Et c'était des gens de Mariupol. Et donc, il y a un moment donné, dans un des procès, on avait même un journaliste local qui était sympathisant avec eux, qui a filmé tous les débats qu'ils pouvaient avoir entre eux. C'était un processus on ne peut plus démocratique. Hein. Les gens sont dans une salle et discutent entre eux. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'était tous des civils. Ils discutaient de la situation. C'était fascinant. Moi, j'ai regardé ces vidéos en disant voilà, on a l'envers du décor. En fait, on est au premier rang pour voir comment naît une insurrection. En fait. Alors, sauf que les vidéos ont été filmées plutôt vers la fin. Et ça vous montre un peu le processus d'échange qu'il pouvait y avoir entre les gens, les questions très concrètes qu'ils pouvaient poser. Encore une fois, c'est narré en détail dans le livre. Et j'ai voulu creuser par la suite, en fait, par moi-même, ce que je pouvais entendre lors des procès. Donc j'ai fait des recherches en ligne par moi-même. Et ce que j'en ai conclu, en fait, c'est si on prend la ville de Mariupol, il n'y a pas un seul Russe à l'horizon. Pas un. Tous les gens qui ont pris les armes à Mariupol, et même le site Mirodvorets qui liste les ennemis de l'Ukraine de manière maladive, même quand ils parlent de l'insurrection de Mariupol, tous les noms qu'ils listent, ce sont tous des habitants de Mariupol. Il n'y a personne qui est venu de l'extérieur. Et d'ailleurs, quand on entend les gens parler entre eux, ils se plaignent du fait qu'ils n'ont pas d'aide. À un moment donné, c'est vaguement promis, il y a une leader de la République populaire de Donetsk qui dit en fait les Russes vont nous donner des balais, mais c'est à nous de faire le boulot. Sauf que les balais ne sont pas venus à Mariupol. Ils se sont démerdés vraiment par eux-mêmes, y compris même pour les armements. Les seuls véhicules militaires qu'ils ont récupérés, ils les ont récupérés auprès de la Garde nationale, qui à un moment donné, parce que bon, Mariupol, il y a un événement majeur le 9 mai, il y a eu l'attaque du commissariat, c'est une longue histoire complexe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à l'issue de cette attaque, il y a eu plein de séquences filmées que vous pouvez trouver sur Internet, que j'ai exploitées pour mon livre, et à l'époque pour comprendre la situation. C'est vraiment édifiant. Montrer, c'est une ville qui était en insurrection contre l'armée ukrainienne. Enfin une ville, au moins une partie des habitants de la ville. Je ne veux pas dire que tout le monde était forcément derrière eux, mais bon, les scènes sont assez saisissantes. Hein. Toujours est-il qu'après ça, la Garde nationale a pris peur. Parce qu'ils se sont dit, oh là là, on est face à une ville en insurrection, ils ont quitté leur caserne. Ils ont tout abandonné du jour au lendemain. Et donc à ce moment-là, les séparatistes ont récupéré ce qu'il y avait dedans. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à se constituer une petite armée, en fait. Sur le seul homme en armes côté séparatiste à Mariupol. C'était que des civils qui organisaient des manifestations. Et donc, après le 9 mai, dans la nuit du 9 au 10 mai, la Garde nationale part, le 10 mai, les séparatistes s'emparent de ce qu'il y a, des armes, et puis aussi, ils ont aussi fait une espèce de guet-apens par la ruse auprès d'un poste militaire ukrainien à la frontière ouest, où en fait les habitants ont endormi les militaires avec des gâteaux. Mais c'est un truc de film, quoi. Ils ont mis des somnifères dans les gâteaux, et puis une fois que les militaires étaient endormis, ils ont récupéré les armes. Et donc ça s'est fait de manière douce, il n'y a pas eu de violence. Et ensuite, d'ailleurs, dans les négociations qu'on a pu avoir, dans les premiers temps de l'insurrection, on leur demandait de libérer les prisonniers ukrainiens et les armes. Et alors ils ont libéré les soldats ukrainiens, mais pas les armes, ils les ont gardées. Et donc je peux dire qu'à Mariupol, l'insurrection, il n'y a pas un soldat russe, il n'y a même pas un fusil russe qui vient. C'est totalement les habitants locaux qui prennent en charge les choses. Alors, je ne peux pas dire que c'est la même chose partout. On sait par exemple qu'à Kramatorsk, à Sloviansk, en fait, c'est le commando de Gerkin qui a mené les opérations. Mais sauf que quand on regarde les détails, c'est un commando de 15 personnes, dont une partie d'Ukrainiens.
Et comme me disait un journaliste local de Kramatorsk, il dit, quand se fait-il qu'une bande de 15 types a pris le contrôle d'une ville où il y avait 600 policiers en armes, plus une base de l'armée à l'aéroport. Et ils n'ont pas bougé le petit doigt. Alors, on peut penser peut-être qu'il y a eu des tractations, peut-être des échanges de valises de billets. Là, j'extrapole, honnêtement. C'est des rumeurs, on entend des rumeurs. J'ai pas d'informations là-dessus. En tout cas, tout ce qu'on peut constater, c'est qu'ils n'ont pas levé le petit doigt. Après, de ce que j'ai pu vérifier par moi-même ensuite, c'est qu'en fait, la plupart des policiers du Donbass étaient pro-séparatistes. Et donc, ils ne se sont pas opposés aux séparatistes parce qu'ils étaient en phase. Vous voyez, et d'ailleurs, j'ai même vu par la suite deux sources ukrainiennes, une information qui disait que dans le Donbass, ils avaient compté 8000 policiers et militaires affectés dans le Donbass qui avaient rejoint les séparatistes. 8000. Donc c'est pas 50 000, enfin c'est pas un chiffre négligeable. Et donc beaucoup avec armes et bagages. Je sais par ailleurs qu'on a un petit commissariat de police à Siversk, une ville qui est encore tenue par l'armée ukrainienne aujourd'hui. Je sais de par le maire qu'on a rencontré que sur le commissariat local, ils avaient 15 policiers, et à l'époque ils faisaient partie de la République populaire de Donetsk, et quand Guerkin a fait sa retraite généralisée du nord de l'oblast, ils ont suivi, et il y a 10 policiers qui ont suivi. Ils ont dit non, on reste pas là. 10 sur 15, les 2 tiers. Je sais par ailleurs que quand la République populaire de Donetsk a été proclamée le 7 avril 2014, ça s'est fait au sein du Parlement régional. Je sais par un témoin qui était sur place qui m'a raconté comment ça s'est passé. Et d'ailleurs, tout ce qu'il m'a raconté, j'ai pu le croiser ensuite sur des sources Wikipédia. Il m'a dit, à un moment donné, ce qui a fait tourner la balance, c'est le chef de la police. Il m'a dit que le bâtiment du Parlement régional était encerclé par les manifestants pro-russes, qui pour la plupart étaient des babouchkas, des retraités, et que il ne savait pas comment s'en tirer, il ne pouvait pas sortir. À un moment donné, il voit le chef de la police de Donetsk arriver, il se dit ah, on est sauvé, il va nous tirer l'affaire. Sauf que non. Le chef de la police de Donetsk leur dit écoutez, je vais vous présenter quelqu'un qui va vous donner des informations. Et ce quelqu'un, c'était la personne qui était à ce moment-là le gouverneur autoproclamé de la République populaire de Donetsk, et qui leur dit voilà, soit vous votez la proclamation de la République populaire de Donetsk, soit on considère que votre mandat est déchu, il n'a plus de sens. Donc a priori ils ont refusé de voter, et donc les séparatistes ont fait autrement. Mais si vous voulez, c'est la police a aidé le processus et ne s'est pas opposé aux manifestants, ni même à la personne qui prétend être le gouverneur. Ils l'ont fait entrer dans la salle et ils ont montré en fait à ce moment-là que c'est le gouverneur de la République populaire de Donetsk qui avait le pouvoir sur la police. Et c'était plus des conseillers régionaux élus à la base. Donc là, le rôle de la police a été clé à ce moment-là. Et à Mariupol aussi, encore une fois, c'est détaillé, il y a eu tout un tas de polémiques. D'ailleurs, le chef de la police de Mariupol, qui a été nommé en mai 2014, après l'attaque, parce que le commissariat avait été attaqué parce que le chef de la police avait été nommé par Kiev et il ne venait pas du Donbass. Et donc ses subordonnés ont comploté en partie pour se débarrasser de lui. Ça fait partie des raisons de l'assaut tel que moi je l'ai analysé. Et donc une fois que ce type a été neutralisé, à ce moment-là on a nommé à nouveau quelqu'un du cru, du Donbass, et dont la première action était comment dire, pas de pactiser, mais de dialoguer avec les séparatistes. Et ça, c'était très mal vu à Kiev. Donc, et c'était très mal vu par les nationalistes. Et in fine, ce type a été, enfin ce type, il s'appelle, j'oublie son nom, enfin il est cité dans le livre, il a été menacé par les nationalistes, qui à un moment donné l'ont même arrêté Manu Militari, parce qu'il considérait que c'était un traître à la nation, parce qu'il avait osé parler avec les séparatistes. Et bon, à ce moment-là, il n'avait pas d'argument juridique pour le faire condamner, donc ils l'ont lâché. Sauf que bon, le chef de la police en question, il s'est dit, bon, c'est quand même passé très près. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejoint les séparatistes. Et il est devenu gouverneur du district de Novozovsk, qui est en face de Mariupol, côté séparatiste.
Et devinez qui est le maire de Mariupol aujourd'hui? Le même. Et le parcours qu'il a fait, hein, de chef de la police de l'État ukrainien à Mariupol, maintenant il est maire de l'administration de l'État russe à Mariupol. C'est un parcours assez extraordinaire. Morgoun, il s'appelle, ça y est, Oleg Morgoun. Ouais. J'ai une petite question. Compte tenu de votre expérience de terrain, est-ce qu'au démarrage du conflit, alors je parle de 2022, ouais. Est-ce que vous doutiez que ce serait aussi long que voilà, en 2025 on y sera encore on avait, nous public, un peu cette idée du rouleau compresseur russe, puis ce serait arrivé assez rapidement, puis en définitive ça a duré dans le temps. Voilà. Est-ce que votre pronostic de départ est le même aujourd'hui et puis surtout, est-ce que à votre avis ça va encore durer honnêtement, en 2022, quand l'opération militaire spéciale a commencé, bien malin qui pouvait prédire ce qui allait arriver. Il pouvait juste émettre des hypothèses. Une hypothèse qui paraissait assez évidente au bout de quelques jours, c'était que les Russes semblaient vouloir mettre un coup de pression sur le gouvernement ukrainien. Moi je pense que le but c'était pas d'envahir l'Ukraine, c'était de mettre un coup de pression. D'ailleurs c'est quand on regarde ce qui était négocié à Istanbul. Les Russes étaient prêts à se retirer de toutes les zones qu'ils avaient conquises après le 24 février. Vous étiez tenu au courant de ce qui se passait à Istanbul, justement? Pas du tout. Ces négociations? Non, parce que, à ce moment-là, je faisais encore partie de l'OSCE, mais c'était en dehors de nous. C'était en mars. C'était en mars, donc j'étais techniquement toujours, je faisais toujours partie de l'OSCE, mais on n'avait pas pris là-dessus. On n'avait pas pris sur ces négociations. Mais il n'y avait pas encore d'indépendance des provinces. Alors ça s'est fait en un ordre particulier. D'abord, le 21 février, la Russie reconnaît l'indépendance des républiques autoproclamées du Donbass, le 21 février. Ensuite, le 23 février, les républiques autoproclamées du Donbass demandent à la Russie d'intervenir pour les protéger. Et c'est ce qui justifie juridiquement, du point de vue russe, leur intervention. Voilà le scénario. Ensuite, vous avez les négociations d'Istanbul, qui ont d'abord commencé à Minsk, puis ça s'est décalé à Istanbul. Et dès la fin mars, ils arrivent à un texte, enfin les négociateurs arrivent à un texte qui trace les grandes lignes d'un accord. Et de ce que j'en ai lu, en fait, les derniers trucs qu'il fallait régler, c'était la taille de l'armée ukrainienne, sur lesquels ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. Qu'est-ce qui resterait de l'armée ukrainienne et la référence nazie. Pardon? Et la référence nazie. Oui, il y avait la dénazification. Alors on a beaucoup parlé de dénazification, et beaucoup de gens qui disaient mais c'est n'importe quoi, puisque le président de l'Ukraine est juif. Donc ça ne veut rien dire, c'est de la propagande. Ça c'est une vision un peu superficielle des choses, je dirais. C'est plus complexe que ça. Déjà, je pense que quand les Russes parlent de nazis, ils ne parlent pas seulement des nazis assumés, qui existent aussi, notamment dans Azov. Mais ils parlent, en fait, ils assimilent à ces nazis assumés les bandéristes. Parce que, notamment, moi, quand j'ai fait des recherches de l'histoire du mouvement, pour moi, le bandérisme n'est que la forme ukrainienne du nazisme. Cette forme ukrainienne du nazisme est même, par certains aspects, pire que le nazisme allemand. Notamment quand on regarde les massacres qui ont été commis et le jusqu'au-boutisme fanatique de ces gens qui, je le rappelle, enfin, alors qu'ils n'avaient aucun espoir de gagner, ils ont continué une guérilla pendant 10 ans en Ukraine après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'était un combat perdu d'avance. Bon, cela dit, combattants qui étaient quand même aidés par les Américains et les Britanniques à ce moment-là, qui étaient bien contents de pouvoir emmerder les soviétiques. Jusqu'en 65, c'est ça? En gros, ça a duré 10 ans, jusqu'en 56. Oui, c'est ça, jusqu'en 55. 55, 56, ouais. Le problème. 55 plutôt, ouais. J'ai entendu 65. Donc ça, oui, non, 55, c'est plus ça. Ouais. Le problème, c'est que Khrouchtchev, sur instance de sa femme, a fait libérer les gens de l'UPA qui ont été arrêtés dans les forêts, notamment, et qui ont fait cette guérilla pendant 5 ans. Il les a fait libérer, alors que du coup, ils ont été que 3 ou 4 ans encore. Et pour ne pas quand même les laisser regagner la Galicie, qui était en général leur terrain d'origine, ils les ont mis notamment à Kherson. D'où les questions, les problèmes qu'il y a eu à Kherson lors de l'opération militaire spéciale. Mais c'est un épisode très peu connu. La femme de Khrouchtchev était en fait une nationaliste ukrainienne
ukrainienne. Moi, je savais qu'elle était ukrainienne, mais je ne connaissais pas cette anecdote. Même François Stom en parle dans sa biographie sur le chef du NKVD. C'est très touffu, ça part dans tous les sens, mais il y a beaucoup d'informations de ce genre. Vous êtes très content. D'ailleurs, Khrouchtchev, il était. Alors, il faudrait vérifier à quelle période exactement il était, mais il était chef du Parti communiste de l'Ukraine. Il a fait. Quand ils parlent du Golodomor, eh bien, ils parlent donc d'un génocide. Alors que bon, le Golodomor, ça s'appelait collectivisation forcée jusqu'à présent. Et ça a concerné toutes les zones paysannes, que ce soit la Volga, que ce soit le Kazakhstan, la Biélorussie, le nord du Caucase, enfin, etc. Mais quand on dit c'est un génocide, Khrouchtchev était un des commissaires politiques qui dirigeait les gens qui volaient la nourriture et les récoltes aux paysans. Et il y avait pas mal d'Ukrainiens qui dirigeaient ces opérations-là, de communistes ukrainiens ou d'opportunistes ukrainiens en tout genre. En fait, ce qui est terrible, c'est que quand les gens qui sont pro-ukrainiens, notamment en Ukraine, en fait, ils exploitent le Holodomor pour dire que c'est un génocide contre les Ukrainiens par les Russes. À chaque fois, on confond Union soviétique et russe, systématiquement, à propos. Or, comme vous le savez, en fait, le Holodomor n'a pas tué que des Ukrainiens, mais aussi des Russes, des Kazakhs, en grand nombre. Même la majorité est en Ukraine. Pourquoi? Parce que c'était là qu'il y avait le plus de terres agricoles à haut rendement. Mais là-bas, c'était pour saisir les récoltes. Alors, tel que moi je l'ai compris, peut-être qu'il y aurait d'autres détails, mais tel que moi je l'ai compris, c'est à ce moment-là l'URSS décide de saisir les récoltes pour pouvoir les vendre à l'étranger, pour pouvoir avoir des devises, pour ensuite construire son industrie. Notamment acheter des brevets étrangers. Oui, alors après je ne connais pas le détail, on dit une question de brevets. Y compris dans le domaine militaire. Mais là, voilà, brevets aux Anglais, etc. Et la grande logique c'était ça. Donc la logique c'était pas d'exterminer les Ukrainiens. Voilà. Bien sûr. Mais, donc, mais bon, eux, c'est aujourd'hui, c'est le discours qu'ils défendent. Et c'est ce que tout le monde apprend en Ukraine aujourd'hui. Et notamment les gens de ici, alors qu'ils étaient polonais à cette époque. Oui, c'est vrai. En plus. Et donc ils n'ont pas eu la collectivisation forcée. Ouais. Pour revenir à aujourd'hui, est-ce que vous y étiez, parce que c'est aussi un truc qu'on me dit tout le temps, mais les référendums c'était complètement bidon, etc. Est-ce que vous y étiez pendant les référendums? Alors, il y a d'abord ceux du 11 mai 2014. Alors je ne parle pas de la Crimée, hein. La Crimée c'est le mois de mars, mais il n'y avait personne de l'OSCE sur place, hein. 16 mars d'ailleurs. 16 mars 2014, référendum de la Crimée, il n'y avait pas de gens de l'OSCE. 11 mai 2014, c'est référendum dans le Donbass, mais bon, il y avait des gens de l'OSCE qui étaient dans le secteur, mais on n'a pas observé à proprement parler les référendums parce qu'on n'avait pas le droit, parce que c'était illégal. D'ailleurs, après toutes les élections qu'ont pu faire les séparatistes dans la foulée, on avait interdiction de les observer parce que c'était illégal, vis-à-vis du droit international. Et en même temps, après, on se disait, ah oui, au fait, bon, qui a gagné? Ou alors, c'était du style, comment ça s'est passé? Bah, on ne sait pas, on n'a pas l'observer. Ou alors, il y avait des gens qui vous disaient, ah, mais puisque personne n'a observé, donc il y avait forcément de la fraude. Donc, on se mordait la queue, si vous voulez. Hein. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens dénigraient toujours ces référendums. Alors moi, j'ai essayé de comprendre, encore une fois, sur l'exemple de Mariupol, un peu ce qui s'était passé, parce que j'avais beaucoup de sources. Et donc, j'ai réussi à comprendre comment ils ont organisé le référendum sur place, où est-ce qu'ils s'occupaient des bulletins, où est-ce qu'étaient les bureaux de vote. Alors, j'énumère les hypothèses dans le livre, parce que je n'ai pas de certitude sur les chiffres, mais j'énumère les différents renseignements qu'on m'a donnés pour juger de la chose, et les gens peuvent se faire une opinion par eux-mêmes. Moi, je n'ai pas une opinion tranchée à 100% là-dessus, honnêtement, parce que je n'étais pas sur place, et on n'a pas de source qu'on peut considérer comme incontestable, à proprement parler. Mais vous avez différentes versions. Et disons que la version des séparatistes, eu égard aux chiffres de gens qui étaient impliqués dans les bureaux de vote et le nombre de votes qu'on prétend qui ont été cast, qui ont été les votes exprimés. Voilà, pardon, merci. Les chiffres avancés par les séparatistes peuvent être crédibles. Voilà. Et
Et je pense que les chiffres avancés par les gens qui considèrent que ce référendum a eu beaucoup moins de participation que prévu, je ne peux pas les exclure totalement, mais sur la base de ce qu'on m'a dit, je pencherai plutôt vers les chiffres des séparatistes. Après, j'avais aussi un chef quand j'étais à Kramatorsk, donc c'était avant le choix à Mariupol, qui était un Suédois, donc pas du tout pro-russe, hein, mais qui était un honnête homme, et qui me dit que autant qu'il pouvait, quand il allait visiter le village, il demandait aux gens est-ce que vous avez voté pour le référendum. Et il m'a dit, écoute, je pense qu'il y a une forte participation à ce référendum. Parce que partout où je vais, je trouve des gens qui me disent oui, on a voté. Et il y avait la queue au bureau de vote. Comme on m'a dit à Mariupol. Et donc, l'idée qu'il y a eu une participation quand même importante à ce référendum, pour moi, est crédible. Et en général, si les gens vont voter pour ce genre de choses, c'est pour voter oui. Mais il n'y avait pas de pression. Bon, il n'y a pas eu de pression pour qu'ils votent et qu'ils votent oui, ou bien. Moi, alors j'ai vu des images des journaux locaux à Mariupol, on voit pas d'hommes en armes. On voit à un moment des files d'attente de milliers de personnes. Milliers de personnes. Bombardés par des Ukrainiens. Mais on ne voit pas d'hommes en armes. En revanche, on m'a dit que parfois ils remplissaient des bulletins sur la table. C'est-à-dire au vu et au sud de tout le monde. Mais bon, c'était un peu à la guerre comme à la guerre, quoi. Donc, si on est un puriste, on peut dire que ça ne respectait pas tous les critères. Après, bon, ils ont fait ça un peu à la va-vite, dans des conditions, je veux dire, qui n'étaient pas faciles. Puisque, par exemple, j'ai su que l'endroit où ils organisaient le vote, la mairie, a été incendiée. Fort opportunément, le 10 mai, la veille du référendum. Qui a incendié la mairie à ce moment-là? Donc ça les a un peu désorganisés. Si vous voulez. Qui avait intérêt à incendier la mairie à ce moment-là? C'était pas les gens qui avaient des effets référendum, a priori. Donc voilà, donc ils ont dû faire. Et bon, je pense que s'il n'y avait pas eu l'attaque du commissariat le 9 mai, il est probable que les forces ukrainiennes n'auraient par la force empêché le référendum, au moins Mariupol. Puisque le chef de la police, qui venait, pas de Kiev, mais d'une autre région du centre de l'Ukraine, que j'ai plus en tête, mais enfin c'est dans le livre, il avait réuni tous les chefs des bataillons des unités ukrainiennes qui encerclaient Mariupol le 9 mai, donc c'était pas pour rien. Je pense que c'était pour élaborer avec eux un plan pour empêcher le référendum. Et je pense que c'est pour ça que le commissariat a été attaqué ce jour-là, pour les empêcher de dérouler leur plan. Voilà, si on rentre dans les détails. Pour revenir à la question, est-ce que vous aviez prévu ce qui allait se passer? Un de mes contacts quand j'étais à Odessa, parce que je m'occupais des affaires politiques à Odessa, et donc je demandais aux présidents des partis représentés au Parlement régional comme à la mairie d'Odessa, je leur posais tous les mêmes questions sur ce qu'ils pensaient de la situation politique, locale et internationale. Et l'un d'entre eux, qui était le plus expérimenté, qui avait été député à la Rada à Kiev, qui était un proche de Yulia Tymoshenko, m'avait dit, écoutez, on n'envahit pas un pays comme l'Ukraine avec 150 000 soldats. Donc il me disait, pour moi, c'est juste pour mettre un peu de pression. Et en fait, après, on voit les soldats qui, du nord au sud, à l'est, franchissent la frontière et ont tout l'air d'envahir l'Ukraine. Sauf que leur but, je pense au moins pour le nord, c'est pas forcément de tenir le terrain, c'est pas forcément d'envahir, mais c'est encore une fois de mettre un coup de pression directement sur le centre du pouvoir à Kiev. Pour moi, je pense que c'est ça. Et après, on attaque en même temps au sud et à l'est. Alors au sud, il y avait d'autres enjeux au sud, liés à la Crimée, je pense. Et notamment, dès le premier jour, il y a eu une opération héliportée à l'entrée du canal de Crimée, qui avait été bouché par les nationalistes. Et le canal de Crimée, qui est essentiel pour alimenter la Crimée en eau. Et c'est un des premiers objectifs que les Russes ont rempli avec une opération héliportée. Donc voilà, il y avait aussi ces enjeux-là, il y a des enjeux multiples, hein, parfois des enjeux locaux. Évidemment, et puis l'attaque par l'Est, c'était donc pour le Donbass. Et ils se doutaient bien qu'en attaquant par 3 directions différentes, ça allait un peu désorganiser, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'armée ukrainienne. En se disant, bon, de quel côté on défend. Bon, après, rarement, ils ont privilégié, ce qui est un peu logique, des défenses de Kiev, défense de la capitale. Et puis après, du coup, les troupes russes se sont un peu enlisées. Mais le coup de pression a quelque part marché, puisque les Ukrainiens ont assez vite accepté d'aller négocier. Hein, ça s'est fait vite, finalement.
Bon, malheureusement, les choses, comme on le sait maintenant, il y a eu Boutcha, il y a eu. Alors Boutcha, je pense que c'est encore pour une large part, je ne dis pas forcément à 100%, hein, parce que c'est compliqué Boutcha, parce que c'est 400 morts dans des incidents séparés, à des dates différentes. C'est une longue enquête en fait, pour pouvoir déterminer qui a tué qui. Qui n'a toujours pas abouti d'ailleurs. Et qui, à ma connaissance, n'a toujours pas abouti. Et d'ailleurs, je sais, par Éric Denessé, que j'ai rencontré 5 jours avant sa mort, il m'a dit qu'il avait parlé à un général de gendarmerie qui était au courant des résultats de l'enquête de gendarmerie française, parce qu'il y a des gendarmes français qui ont envoyé sur place, hein, pour aider les Ukrainiens à enquêter. Et ben, ils n'ont pas abouti à des conclusions. Et donc ça a été confirmé. Ils sont là. J'attends un peu la fin de voilà. Donc, et ça a été confirmé par ce général de gendarmerie que les gendarmes français n'ont pas pu confirmer qui était responsable des morts. Et en fait, tout ce qu'ils pouvaient confirmer, c'est qu'il y a beaucoup de morts qui étaient tués par des bombardements, mais comme les deux parties utilisent les mêmes types d'armements, bon, vous ne pouvez pas les attribuer à un camp ou à un autre. Ouais. Ne serait-ce que sur cet argument-là, on ne pouvait pas aller bien loin. Et bon, mais de toute façon, ça a été monté en épingle très vite. J'ai même eu des anciens collègues de l'ESE qui m'ont dit, mais comment peux-tu nier Boutcha? Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont formatés à ne jamais challenger le narratif des médias dominants ou le narratif de leur pays. Il y a des gens qui sont encore comme ça, y compris des Français. Beaucoup d'anglo-saxons sont comme ça, surtout des Anglais, de mon expérience. Il y avait de belles images, entre guillemets, parce que tous les morts le long du trottoir pour faire des beaux travelling, c'est bizarre. Il y a une mise en scène, hein. Il y a une mise en scène. Mais alors, en fait, moi, à l'époque, enfin, bien après, en fait, j'ai commencé à travailler en tant que journaliste, je ne l'ai pas dit jusqu'ici. J'ai commencé à travailler en tant que journaliste sous pseudonyme chez François à partir du 1er juillet 2022. Et bah, évidemment, j'ai commencé à écrire sur l'Ukraine. Et ça me permettait, parce que bon, à ce moment-là, j'étais intéressé de suivre ce qui se passait sur place, et je passais mon temps, enfin la moitié de la journée, à suivre les réseaux sociaux. Parce que je me suis rendu compte que c'est là qu'il y a l'information brute, et non censurée, qui permet de comprendre. Alors ici, de la désinformation, il faut faire le tri. Mais au bout d'un moment, on arrive à faire le tri. Quels réseaux sociaux? Enfin, le Telegram essentiellement. Pour l'Ukraine, c'est essentiellement Telegram. Il y a aussi des vidéos qui circulent sur ex-Twitter, enfin il y avait beaucoup de censure sur Twitter. Pour l'Ukraine, à l'époque, c'était sur Telegram, la source. Puis après, bon, voilà, on commence à identifier les chaînes plus crédibles que d'autres. Encore une fois, on fait le tri, et puis on arrive à se faire une idée de ce qui se passe. Et donc j'ai beaucoup exploité des sources Telegram pour les articles que j'écrivais. D'ailleurs, ce que certains m'ont reproché en disant que c'était pas fiable. Bon, quand je vois ce qu'il y a en face, c'est pas moins fiable pour moi. Et donc après, ben, au moins, ça offrait un contre-discours, voilà, un contre-narratif, et après les gens peuvent se faire leur opinion. Il y a pas mal d'articles d'ailleurs où j'aboutissais pas forcément à une conclusion. D'ailleurs, quand je parle de Boutcha, je termine pas avec une conclusion claire. Mais en tout cas, je donne beaucoup d'éléments qui permettent de douter du narratif qu'on nous a donné. Et franchement, il y en a beaucoup. Et il y a au moins un élément que j'ai récupéré qui permet de conclure que là, on est face à un pur mensonge. C'est-à-dire à un moment, on nous présente une photo de 2 cadavres, un ministre, vice-premier ministre ukrainien qui, dans un tweet, nous dit que voilà, les 2 cadavres qu'on voit là, ce sont des civils ukrainiens tués par l'armée russe. Or, on a des sources incontestables par ailleurs qui, sur la même photo, alors on reconnaît très bien que c'est les mêmes cadavres parce qu'il y a une voie ferrée. Sauf que les cadavres qu'on voit sur la photo du ministre, les cadavres sont brûlés. On n'est pas capable de savoir comme ça de qui il s'agit. Or, vous avez la même photo des 2 mêmes cadavres sur la même voie ferrée, dans la même position 15 jours avant. Et là, vous voyez qu'ils portent l'uniforme russe. C'est même confirmé par le journaliste qui montre la photo.
ok, soit le ministre s'est fait berner, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui a menti. Hein. Voilà, donc on prend des cadavres de soldats russes qu'on montre ensuite en disant que c'est des pauvres civils ukrainiens tués par les mêmes soldats russes. C'est une inversion complète. Vous voyez? Donc, si j'ai pu trouver ça au moins sur un exemple, de manière incontestable, combien d'autres exemples similaires il y a? Ça pose question. Je me souviens que parmi les images qu'on nous a montrées pour choquer, on voyait 4 ou 5 cadavres à moitié calcinés, qu'on avait vu sous une bâche, et on a attiré les journalistes du monde entier pour aller voir ça. On a même attiré Charles van der Leyen pour aller voir ça, qui prend son air effrayé, théâtral, en disant « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Sauf que, ok, tout ce qu'on a, c'est des cadavres brûlés, mais ça ne vous dit pas qui sont ces gens et qui les a tués. Hein, tout ce qu'on voit, c'est des cadavres. Après, il y a l'affaire des brassards blancs. Et puis le maire qui 2 jours avant... il dit que voilà, les Russes sont partis et il ne parle aucunement d'exactions ou de morts qui jonchent les rues. Et c'est le lendemain du départ des Russes. De mémoire, le 30 mars. Ou le 30 ou 31, non, je crois que c'est le 30 mars. Et bref, et après, il y a tous ces cadavres qu'on trouve dans les rues qui ont un brassard blanc, qui était le signe distinctif pour se reconnaître entre Russes ou pro-Russes. Et pourquoi les Russes assassineraient des civils qui portent des brassards qui leur montrent que ce sont des sympathisants? Pareil, il y a eu un député pro-russe, c'était un pro-russe notoire, un député ukrainien qui habitait à Boutcha, qui a été retrouvé mort. Pourquoi les Russes auraient tué leur plus fidèle soutien? Ça n'a aucun sens. Surtout qu'il y a laissé couler 10 jours entre la libération de Boutcha et le moment où on a découvert le crime russe. Oui, alors il y a eu un délai, alors c'est plusieurs jours, puisque je crois que le scandale commence à sortir le 4 ou le 5 avril. Voilà, et ça commence vraiment avec la grosse machine le 5 avril. Mais les informations que vous pouvez récupérer à l'époque, notamment sur Telegram, c'est que les troupes ukrainiennes sont rentrées entre-temps. Et pas n'importe qui. Vous avez un commando Botsman, du nom du leader, c'est un nom de guerre, il s'appelle Botsman. Un type qui a un passé de criminel de droit commun, avec des crimes graves. Et ce type est à la tête d'un commando qui, les premiers, rentrent dans Boutcha, et qui se filment parce qu'ils sont fiers. Et à un moment donné, en montant une voix dans le lointain, oui, si on voit des civils, alors je ne sais plus exactement la phrase qu'il dit, mais en gros, si on voit des civils dont on n'est pas très sûr de qui ils sont de loin, est-ce qu'on peut leur tirer dessus? Et la réponse, c'est oui. Voilà. Et donc, ces gens-là, je ne sais plus s'ils rentrent dans la ville le 1er ou le 3 avril. Encore une fois, ça c'est référencé dans l'article que j'ai écrit après Jean-François, et d'ailleurs qui sera publié dans un livre que je vais publier après celui-là. Parce que j'ai décidé de publier tous les articles que j'écris du temps que j'étais journaliste, dans un livre où je ferai quelques mises à jour le cas échéant. Et parce que ça me paraissait vraiment dans la continuité de ce que j'écris là. Et ça permet aux gens de voir que tout ce qu'on a subi depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est une continuation de manipulation. Et en tant que journaliste, en fait, je me suis attaché à tous les événements médiatiques, attaché de démêler les faits de la propagande à chaque fois, de manière systématique. Et in fine, quand on relit tout ça, on se dit qu'on est face à un continuum de manipulation dans les grandes largeurs, et même systématique. Et j'espère, par mon travail, avoir réussi à mettre ça en évidence et à montrer comment fonctionne ce processus de manipulation. Donc ça, ce sera pour le prochain livre, essentiellement. Est-ce que dans un autre domaine, ou le même domaine finalement, vous avez une idée de l'importance des mafias organisées, c'est-à-dire qui sous-tendent la société, qui sous-tendaient la société? Oui, alors je dirais qu'en effet, la société ukrainienne telle que je l'ai connue, enfin on va vous dire qu'à la tête de tout ça, il y a des oligarques. Hein. Ah ouais, une grande démocratie. Mais en fait, les oligarques, ils ont une apparence comme ça légale, mais on entend des histoires sur eux ou sur l'environnement où ça devient moins légal. J'ai entendu des rumeurs, malheureusement je ne suis pas sûr de pouvoir les répéter parce que je n'ai pas d'éléments de preuve pour ça. Mais on parle de règlement de compte entre oligarques,
d'assassinat, des choses comme ça, pour récupérer la partie d'un autre. Là, on a l'impression qu'on est vraiment dans la mafia. Alors après, par contre, j'ai été confronté à un exemple effrayant, encore à Mariupol, de la part d'un petit entrepreneur qui est venu nous voir un jour avec un dossier comme ça, en disant voilà, je voudrais que l'OSCE m'aide dans mon combat juridique contre l'État ukrainien via en fait des magistrats corrompus. Et à ce moment-là, il nous a raconté son histoire. C'était un truc incroyable. C'est une histoire assez longue que j'ai racontée dans le livre, donc si je vous la fais courte. En fait, cette personne a été victime d'un chantage de la part d'un procureur ukrainien qui voulait récupérer ses biens, en l'occurrence un immeuble qui faisait face au tribunal. Et d'après la personne qui est venue nous voir, après un long processus, comme lui a refusé de donner son immeuble parce qu'il devait donner, c'était pas un achat, c'était tu me cèdes ton immeuble. Et donc non, hors de question. Et donc il a subi des menaces physiques, il a été battu, sa femme aussi a été battue, de mémoire même un de ses fils. Et la menace physique n'étant pas suffisante, bon après ça a été des procès en cascade. Donc il a dû faire face à 5 procès en cascade. Et in fine, comme ça ne marchait pas non plus, ça a été carrément un commando d'hommes avec des kalachnikovs et des cagoules. Voilà. En disant, bon allez, maintenant tout le monde sort, c'est à nous. Voilà. Là, on est dans la mafia. Vous voyez. Et donc, ces gens-là ont récupéré l'usufruit du bâtiment, et d'après notre interlocuteur, en fait, ces gens-là vont, à partir de ce bâtiment, organiser du trafic de drogue. Bon, voilà, c'est la pure mafia. Ouais. J'ai une question, il ne faut pas mal la prendre, mais est-ce que on vous a déjà dit que vous enquêtiez finalement uniquement à charge? Est-ce que vous avez constaté des malversations du côté russe? Alors bon, parler du temps que j'étais à l'océan. Oui. Ouais. En fait, là, ce que je vous donne comme information, c'est essentiellement des informations quand je travaille du côté ukrainien. Après, quand je travaillais du côté séparatiste, en fait, on avait beaucoup moins d'opportunités de récolter des informations, mais d'abord à cause de notre propre hiérarchie. Et ça, je raconte des exemples dans le livre. Pour vous donner un exemple parce qu'encore une fois, on revient toujours sur cette même logique, il faut interagir le moins possible avec eux pour ne pas être accusé de les reconnaître officiellement. Voilà, la logique qui sous-tendait ça, c'était ça. Sauf que, pour vous donner un exemple concret, un jour, bon, c'est pour moi qui ai eu le témoignage en direct, mais à un moment donné, la plupart du temps, j'avais des fonctions dans lesquelles je devais faire des synthèses de rapports des autres, synthèses locales, hebdomadaires. Et donc, à un moment donné, je lis dans un rapport, tiens, une patrouille rencontre un habitant d'un village du Donbass, côté séparatiste, qui vient vers nous et qui, pour se plaindre du fait que son fils en fait, avait une altercation avec un soldat de la République populaire de Donetsk et que, résultat des courses, il s'était fait tirer dessus. Alors, je ne sais plus s'il en était mort ou pas. En tout cas, il s'était fait tirer dessus par le soldat. Et donc, s'en est suivi une plainte et un procès. Et le père nous demandait à nous de venir au procès pour s'assurer que justice serait rendue. Enfin, sauf qu'on n'avait pas les moyens d'imposer quoi que ce soit, on ne pouvait juste que témoigner. Sauf que quand j'ai proposé ça à ma hiérarchie, j'ai dit voilà, on a une opportunité concrète d'assister à un procès côté séparatiste, la réponse a été hors de question. Parce qu'on ne reconnaît pas ces tribunaux. Voilà. Alors après, j'ai argué en disant mais oui, mais bon, admettons qu'on ne reconnaisse pas ces tribunaux, mais on peut très bien dire qu'on va se présenter sur place et qu'on va considérer ces gens-là non pas comme des juges, des avocats, etc., mais comme des gens prétendant être juges ou prétendant être avocats et qui prennent telle ou telle décision. J'ai proposé qu'on présente les choses un peu comme ça, mais même ça ne passait pas. Par ailleurs, pour vous donner un exemple, l'ONU, les missions de l'ONU sur place côté séparatiste, eux, en fait, ils ont réglé cette problématique de manière différente. Pour ne pas être accusé de reconnaître les institutions séparatistes,
Ils ne mettaient jamais dans leur courrier d'en-tête avec le nom de ces institutions. Ils adressaient leur courrier à des individus. Donc, monsieur un tel, madame un tel, nous souhaiterions avoir telle information. Et ça passait. Les séparatistes acceptaient ça. Or, nous, moi, quand j'ai appris ça, j'ai appris le fonctionnement de l'ONU à ce sujet, j'ai dit, mais pourquoi nous on ne fait pas pareil? Ah oui, ah ben non, parce que nous on n'est pas l'ONU. Oui, mais bon, mais là, en fait, on se lie les mains. Oui, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai proposé qu'on fasse comme l'ONU, on dit, non, hors de question. Donc, on continue à se lier les mains. Donc, on avait finalement très peu d'informations sur ce qui se passait, sur ce que faisaient les séparatistes, parce qu'on s'interdisait de récolter des informations. Les seules informations qu'on pouvait récolter, c'était de la part des gens qui venaient nous voir au bureau de temps en temps. C'est arrivé quand j'étais à Lugansk. Et alors, j'avais deux types de plaintes. On appelait ça des walk-in en anglais. C'est des gens qui, littéralement, qui marchent à l'intérieur du bureau, qui viennent nous voir. Il y avait deux types de plaintes. Il y avait des plaintes de la part de retraités ukrainiens qui se plaignaient de ne plus toucher leur retraite en Ukraine. C'est un autre sujet, vaste sujet. Le sujet du paiement des retraites, pour tous les séparatistes, c'était un problème terrible. Des gens qui ont perdu leur retraite, et pour les gens surtout qui ont des petites retraites, c'était, vous pouvez l'imaginer, dramatique. Heureusement, ces gens-là avaient l'aide humanitaire russe pour survivre. L'aide humanitaire russe, c'était 2000 € par mois. Hein. Ça va pas loin, pour ceux qui connaissent la valeur de l'eau. Mais bon, ça permettait de survivre. Bref, donc on avait 50% des visites, c'était les gens qui nous disaient est-ce que vous pouvez nous aider à récupérer notre retraite ukrainienne. Ils ne se plaignaient pas, les autorités locales. Et il y avait une autre partie où c'était des gens qui venaient se plaindre que en général c'était des arrestations. Suite à des arrestations, des gens de leur famille qui avaient été arrêtés par les autorités de la République populaire de Lugansk quand j'étais sur place. Et dans un cas, il y avait même une personne qui était un ex-vice-ministre de leur gouvernement local qui avait été arrêté. C'est sa femme qui est venue nous voir. Parce qu'il y avait des règlements de compte en fait. À un moment donné, il y a eu une espèce de coup d'État à Lugansk en 2017. Et après, il y a eu une sorte de nettoyage en fait. Pareil, on avait vraiment du mal à savoir ce qui se cachait derrière parce qu'on n'avait pas les contacts. Hein. Et on avait un officier qui suivait des affaires politiques, un franco-canadien d'ailleurs à l'époque, avec qui discutait la situation. Il m'a dit bon, en fait, on ne peut qu'élaborer des hypothèses sur ce qui se passe. On n'a pas de certitude. Et donc, il se trouve qu'à un moment donné, j'ai rencontré la femme d'un de ces ministres qui, visiblement, a été victime de la purge qui a été faite après le coup d'État, si on peut dire. Et donc, à ce moment-là, on traitait ça de manière confidentielle, parce que tous ces genres de situations, on traitait ça de... On ne faisait pas de rapport là-dessus, y compris côté ukrainien. Et in fine, pour deux cas auxquels j'étais confronté, les gens ont été libérés. Donc le vice-ministre a été libéré. À ce moment-là, la femme, on lui a dit, oui, est-ce que vous connaissez des détails? Il dit, non, c'est bon, terminé, on n'en parle plus. Et le type, alors il n'a pas repris la même place, mais il a réintégré l'administration. Et après, c'était un militaire, pareil, sa femme vient nous voir parce qu'il avait été arrêté, mis au cachot, pour des raisons un peu claires. Et comme il avait soi-disant un problème de santé, il craignait que, en fait, il crève dans le cachot. Elle me disait qu'il avait un conflit avec son chef militaire, enfin, une histoire comme ça. Et que son chef l'avait arrêté pour se venger, enfin bref. On ne pouvait pas rentrer dans ce niveau de détail, on n'avait aucune prise de toute façon sur ces gens-là. On ne faisait que prendre des notes. Et in fine, on apprend à un moment donné que finalement son mari a été libéré, mais que son contrat avec l'armée de la République de Donetsk avait été cassé. Bon, pour nous, case closed, hein, on dit affaire terminée. Sauf qu'après, il revient nous voir, on dit oui, mais en fait, on voudrait que mon mari réintègre l'armée de la République populaire de Donetsk. Et alors, on dit attendez, on ne comprend pas bien, parce que ils viennent de mettre en prison votre mari, vous êtes plein d'eux, et maintenant vous voulez qu'il y retourne? Et oui, parce que c'est quand même bien payé. Donc, évidemment, vous ne pouvez rien faire pour cette dame. Mais si vous voulez, moi, j'ai pas eu affaire à des drames côté séparatiste. Alors, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, hein, mais bon, là, je narre mon expérience. Je suis resté 1 an à Lugansk, et à mon côté, j'ai pas eu le vent d'affaires véritablement dramatiques. Des arrestations, il y en avait, oui. Ils avaient le droit de garder les gens en détention provisoire pendant 60 jours d'après leur propre texte de loi, ça on savait, l'ONU savait aussi.
Mais j'ai lu le texte en fait qu'ils appliquaient dans ce cas-là, et le texte précise que c'est tant que nous subissons l'agression de l'Ukraine. Voilà, c'était des lois d'exception. Et le fait est qu'il y avait quand même une grosse dynamique d'espionnage dans tout ça. Hein. Il y a beaucoup de leaders séparatistes qui se sont fait assassiner, et notamment le chef de la République populaire de Donetsk, Zakharchenko, qui s'est fait assassiner le 31 août 2018, hein, un attentat à la bombe. Et bon, il y avait régulièrement des attentats contre les leaders séparatistes, donc on pouvait comprendre qu'ils étaient un peu parano. Vous voyez ? Donc ils avaient tendance à arrêter tous les gens suspects, et ils prenaient le temps qu'il fallait pour juger qu'ils étaient une menace ou pas. Je peux vous donner un autre exemple d'un mafieux géorgien, c'est un pur mafieux géorgien, qui avait été viré d'Ukraine, et il l'avait viré dans le territoire de la République populaire de Lugansk. Le type, il avait fait de la prison en Russie, en Ukraine, probablement s'il était resté en Géorgie, il aurait fait de la prison en Géorgie. Bon, j'ai suivi ce cas-là. Et le fait est qu'il est rentré illégalement dans la République populaire de Lugansk par des voies détournées, que je raconte dans le livre. C'était assez drôle aussi, l'affaire. Enfin, ça avait une dimension tragicomique, on va dire. Et puis ensuite, le grand enjeu pour lui, c'était de quitter les républiques populaires de Lugansk et l'Ukraine. Parce qu'il reste à savoir où il pouvait aller. Et bon, on avait à ce moment-là des liens avec le consulat de Géorgie, qui était d'accord pour lui donner un laissez-passer. Donc, on avait travaillé à l'époque sur la solution, ce qu'on pouvait, comment on lui remettre ce laissez-passer. Finalement, on n'avait pu le faire, enfin, il s'est débrouillé avec son avocat, et puis d'autres gens. Et finalement, quand il veut passer, non pas la frontière, mais la ligne de contact entre la République populaire de Lugansk et l'Ukraine, la République populaire de Lugansk ne le connaissait pas. Et qui êtes-vous? D'où venez-vous? On n'a pas de trace de vous. Comment vous rentrez dans le... Donc ils l'ont arrêté. Et ils l'ont arrêté, mais il a été libéré au bout de 6 jours. Parce qu'au bout de 6 jours, ils ont considéré que, bon, finalement, c'est pas une menace. On peut le libérer. Vous voyez? Donc, il y avait quand même une attitude rationnelle. Quelque part, dans leurs arrestations, c'était pas des trucs à l'aveugle. En tout cas, de ce que moi, j'en ai vu. Vous voyez? Encore une fois, je ne dis pas que c'était des exemples de démocratie. Si vous prenez la déclaration de l'ambassadeur, comment il s'appelait? Un ambassadeur suisse qui travaillait pour l'OSCE, un ambassadeur basé à Minsk, chargé des droits de l'homme et des affaires humanitaires. Cet ambassadeur a réussi à visiter tous les centres de détention du Donbass, contrôlés par l'Ukraine et contrôlés par les séparatistes. Et il est la seule personne, à ma connaissance, à avoir fait les deux. Et un jour, en 2019, cet ambassadeur, qui est un homme remarquable, que j'ai eu l'occasion d'accompagner en personne lors d'une de ses visites, vraiment, si on avait plus de gens de cet acabit-là, le monde se porterait mieux. Bon, il a eu le malheur de dire la vérité. Il a dit, bah voilà, moi j'ai visité les centres de détention des deux côtés, et je peux vous garantir que les conditions de détention sont déplorables des deux côtés. Donc il a été équilibré. Et ça a fait scandale. La délégation ukrainienne a refusé de le rencontrer pendant des mois après ça. Juste parce qu'il avait osé dire la vérité. Et moi, de ce qu'on m'a rapporté, parce que j'ai parlé avec les interprètes qui visitaient les centres de détention avec lui, notamment du côté ukrainien, elles étaient déprimées. Et pourtant, c'était des pro-ukrainiennes, dans les deux cas. Et ce qu'elles ont vu dans les prisons ukrainiennes leur a mis un coup au moral. Et elles ont même pris pitié des séparatistes qui étaient enfermés là-dedans. Donc ça vous donne une idée. Hein. Et par ailleurs, bon, il y avait des témoignages de gens qui ont été en prison, que j'ai recueillis dans le livre aussi. C'est franchement pas jojo, hein, les prisons ukrainiennes. Voilà, le fait est que quand on dit la vérité, même si c'est une vérité qu'on veut équilibrer, vous devenez la cible. Et j'avais même des gens autour de moi dans la CE qui me disaient « Ouais, il n'aurait jamais dû dire ça. » Comment ça, il n'aurait jamais dû dire ça? Oui, parce que ça énerve les Ukrainiens. Je suis désolé, on a un devoir de vérité. Notre mission était de récolter des faits. Hein, et on ne doit pas être sélectif quand on récolte des faits. Voilà ce que je peux dire en réponse à votre question. Oui. Alors, compte tenu de tout ce que vous nous avez expliqué, de la situation actuelle, et si on fait un peu de prospective,
et l'implication du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, d'Ursula von der Leyen, etc. Est-ce que vous voyez, vous avez une probabilité de déclenchement de guerre en Europe au départ du conflit en Ukraine? Vous voulez dire maintenant? Oui. Non. Honnêtement, j'ai pas de certitude là-dessus. Parce que bon, je pense évidemment que c'est totalement absurde, de mon point de vue, l'idée que la Russie veuille attaquer l'Europe. Hein, sauf qu'il y a des gens qui ont l'air d'y croire. Mais j'ai l'impression qu'on est face à une entreprise de propagande qui dépasse tout ce qu'on a connu jusqu'ici. On rentre vraiment dans une autre dimension là. Ça dépasse l'absurde. Parce que dernièrement, il y a quand même les deux fausses attaques russes en Pologne et en Roumanie. Oui, alors bon, ce que j'ai vu encore, on dirait que ils sont prêts à tout pour, oui. Pour déclencher ça. Exactement, mais ça depuis longtemps. Est-ce que vous pensez qu'ils vont arriver à leur objectif? En fait, ça va dépendre, je pense, des Européens. Mais les Européens ont l'air d'attendre que ça, qu'il y ait un prétexte pour intervenir. Ouais, c'est ça. Et les seuls qui ont l'air de bloquer un peu pour l'instant, mais encore que bon, ça peut changer d'un jour à l'autre, hein, c'est les Américains actuellement. J'ai pas l'impression qu'ils sont bien convaincus que la guerre directe avec la Russie soit une bonne idée. Mais enfin, après, on arrive à notre conception du monde. Qui dirige notre monde? Donc, moi, je pense que Macron, il y a quelqu'un au-dessus de lui, hein, quelqu'un ou des gens au-dessus de lui. Je pense pas qu'il décide tout seul. Et d'ailleurs, quand vous voyez qu'il y a une telle unanimité au niveau européen, même occidental, alors pas forcément mondial, parce que les BRICS, c'est autre chose. Hein. Je veux dire, sur la question de l'Ukraine. Il n'est pas pris au sérieux dans le parler des BRICS. Oui, mais sur la question de l'Ukraine, vous avez une unanimité de tous les dirigeants européens. Oui. C'est impressionnant. Ou alors, à l'exception de la Hongrie et de la Slovaquie. L'Italie, oui, nous dit qu'ils ne sont pas prêts à envoyer des troupes en Ukraine, a priori, mais bon, en attendant, ils sont toujours pour envoyer des armes. Les Allemands, si on écoute Merz, à mon avis, c'est très volontaire. Pour y aller, ça reste compliqué par certains aspects. Donc, si jamais il y avait des troupes européennes qui étaient déployées en Ukraine, tous les pays, a priori, sont pas volontaires pour le faire. Mais n'aura-t-il pas le pouvoir de blocage? Alors on parle de coalition des volontaires. Alors à ce moment-là, si on fait ça hors institution, si on fait ça hors OTAN, hors UE, bon, les pays qui ne seraient pas d'accord, ils n'auront pas de pouvoir de blocage, a priori. Mais de mon point de vue, si jamais on arrive à ça, c'est évidemment une provocation majeure contre les Russes. Si on veut déclencher une guerre entre l'Europe et la Russie, c'est ça qu'il faut faire. Hein? Donc, est-ce que c'est ça qu'ils cherchent? Ou, autre hypothèse, est-ce qu'ils cherchent juste à faire monter la pression? Est-ce qu'ils cherchent juste à développer la peur, le narratif de la peur? J'espère que c'est que ça. Juste faire monter le narratif de la peur pour pouvoir ensuite imposer des lois de plus en plus liberticides. Le DSA européen, le chat control, en disant bah oui, vous comprenez, il y a le grand ennemi russe, il y a des espions russes partout, et ils vont nous attaquer, ils veulent une nouvelle du mal, donc il faut qu'on se protège, donc on doit restreindre la liberté. La construction humaine, c'est ça depuis le début. Ah oui. Non. Il me semble qu'on est vraiment dans ce schéma-là, la construction de l'ennemi pour justifier des mesures liberticides à la maison. Après, il y en a qui vont vous dire c'est la construction de l'ennemi pour créer le super-État européen. Voilà. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Oui, ce qui tient bien au même. Hein. Pour arriver à leur fin, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'un choc systémique, justement, d'une déclaration de guerre? Peut-être qu'ils cherchent ça. Quand vous regardez le 1984, Orwell, hein, oui, tout à fait. quand on lit ce roman, en fait, on se rend compte que plus ça va, plus en fait on glisse vers un monde de 1984. Voire on y est carrément. Et la logique en fait de l'État totalitaire de 1984, qui s'appelle de mémoire l'Océania, c'est en fait de maintenir un climat de guerre permanent, une guerre permanente pour justifier un État totalitaire en interne. Ah bah oui, on est obligé de restreindre les libertés parce qu'on fait la guerre. Vous voyez? Et bah, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a la guerre, vous avez une réduction drastique des libertés publiques. C'est même dans les démocraties. Et donc, c'est le schéma de 1984, mais qui repose sur une propagande qui va jusqu'à l'absurde. Mais nous, aujourd'hui, on repose sur cette propagande jusqu'à l'absurde. Et dans 1984, le grand méchant qu'on doit haïr, c'est Goldstein.
Et chez nous, c'est Poutine. Hein, Poutine le grand méchant. Il y a un truc qui me frappait l'autre jour, je regardais sur X une dame qui disait « mais moi je déteste Poutine depuis le premier jour ». Elle était fière de le dire. C'est comme si elle disait « voilà, je suis une bonne citoyenne puisque je déteste Poutine depuis le premier jour ». Voilà, on est dans 1984 où il faut exprimer publiquement sa haine du leader de l'ennemi. Voilà. Chez Mme von der Leyen, l'initiative de paix, ça consiste à armer. Oui. Alors, voilà, c'est un des premiers signes. Dans les jours qu'on suivit, le lancement de l'opération spéciale, j'ai plus la date exacte, mais qu'est-ce qu'on apprend que la Commission européenne fonde ce qu'ils appelaient le Fonds pour la paix, je crois. Et quelles sont les missions du Fonds pour la paix? Acheter des armes. En attendant, l'Allemagne se réarme, alors que selon tout un tas de traités, l'Allemagne ne devait jamais se réarmer. Oui. Au passage, hein, au passage. Alors, il y a un truc qui est un peu inquiétant, c'est un scénario sur le moyen terme, on va dire, ce que j'ai lu il y a quelques mois par le chef de mémoire, c'était le chef d'état-major des armées allemands qui disait ça, de mémoire. Qu'en fait, on se dirigeait dans les 5 ans vers une guerre ouverte avec la Russie, dans les 5 ans. Je lis par ailleurs que Rheinmetall, qui est un mastodonte du lobby, du lobby de défense allemand, est en train de construire la plus grosse usine de munitions de l'Europe. C'est inauguré. C'est inauguré déjà.